m'entend? Je ne sais pas si ça marche ou si c'est annoncé. Mais il faut parler là. Bonjour à tous. Bon, je suis très heureux d'avoir l'opportunité de parler de certains travaux menés dans la thématique matériaux et structures de l'ONERA. Et je remercie la direction scientifique de m'avoir invité à présenter ces travaux-là. Et donc je suis d'autant plus heureux, comme Anne Tanguy vous l'a dit, parce que Anthony a été mon co-directeur de thèse entre 2005 et 2008. J'ai effectué ma thèse au Lamcos, effectivement, il y a 14 ans, avec Anthony et Marie-Christine Bayetto, qui est également ici. J'ai l'impression un peu de soutenir ma thèse. Surtout que j'ai un ancien rapporteur ici, donc c'est particulier. Donc, la thématique, donc, je parler de dégradation de matériaux composites, ce qui sera l'occasion pour moi d'introduire des sujets, deux sujets que sont la mécanique de la rupture et la dynamique, qui sont deux sujets qui sont très chers à Anthony, puisque font partie de ses spécialités. C'est des travaux où il y a beaucoup de co-auteurs, parce que c'est des travaux qui ont été effectués à l'ONERA et avec d'autres partenaires depuis quelques années. Vous voyez ici la liste de beaucoup de départements de l'ONERA. On a la chance à l'ONERA de couvrir un panel de disciplines très large et d'être encouragé à collaborer sur des projets multidisciplinaires au travers de projets qui s'appellent des projets de recherche fédérateurs. Donc on a travaillé avec beaucoup de gens, et des gens de l'extérieur, et dont Anthony, vous allez voir pourquoi. J'ai eu l'occasion de travailler avec Anthony depuis que je suis à l'ONERA. Donc, les stratifiés, les composites plutôt, dans l'aéronautique, on en rencontre surtout de deux types. Alors, on trouve des stratifiés bidirectionnels, donc il s'agit d'empiler des plis constitués de fils d'une seule direction dans différentes directions pour obtenir un matériau qui soit optimisé. On trouve aussi des tissus. Alors c'est souvent du fil de carbone en aéronautique quand même, et ça permet d'avoir des structures aéronautiques importantes, des fuselages, ici on voit l'aube de turbine l'aube de soufflante du dernier moteur de Safran. Et alors, qu'est-ce qu'on y fait nous en termes d'études de dégradation des composites, etc. Comment ça s'insère et quel est le rôle de la simulation numérique là-dedans? Alors, pour les industriels, en fait, il s'agit de compléter des bases d'essai qui leur servent souvent à caractériser ou à certifier leurs matériaux et leurs structures. Il ne s'agit pas pour nous d'aller apporter des méthodes pour les bureaux d'études. On travaille plutôt avec des gens. Alors, chez Dassault, il s'appelle par exemple ingénieur critère. Chez Safran, il s'appelle ingénieur méthode. C'est des gens qui vont essayer de comprendre comment, sur des géométries assez simples, ici une plaque trouée, on peut comprendre les mécanismes de dégradation. Et leur rôle après, c'est de donner des règles de dessin à ces bureaux d'études. Donc nous, on ne travaille pas avec ces bureaux d'études, on travaille avec des gens qui sont en charge d'établir ces critères de dimensionnement. Donc ici, il s'agissait, par exemple, c'est le cas d'une collaboration avec Dassault Aviation, d'étudier très finement la manière dont ce genre de stratifié composite percé, percé c'est parce qu'on fait des assemblages au début de percer les structures, comment ça se dégrade. Un autre apport des simulations numériques, ça peut être de comprendre, d'optimiser plutôt l'architecture microstructurale des matériaux. Ici, on voit, dans le cadre d'une collaboration avec le laboratoire de l'US Air Force, la simulation de la fissuration à l'échelle microscopique d'un composite à matrice céramique. Et puis, ça peut aussi servir à simuler des phénomènes qui sont difficiles à observer. Typiquement, ici, on voit l'impact de foudre. Donc, on a, ces dernières années, travaillé sur la simulation de l'impact de foudre et de la dégradation thermique engendrée par ces sollicitations-là sur des matériaux composites. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à observer. Et la simulation numérique peut apporter des réponses, aider à comprendre ce qui se passe. Donc, mon plan est le suivant. Je vais faire un rappel sur ce que c'est la mécanique de la rupture et la mécanique de l'endommagement pour les non-initiés. Puis je vais faire apparaître le fait qu'il y a naturellement dans ces problèmes-là des différentes échelles, à la fois en espace mais aussi en temps. Dans un second temps, je parlerai des méthodes numériques qu'on a pu avoir à mettre en œuvre pour traiter justement ces aspects multi-échelles. Et puis je parlerai dans un dernier temps des aspects multiphysiques, donc au travers de l'application de la dégradation thermoélectrique, c'est-à-dire l'impact de foudre sur les matériaux composites. Alors, la mécanique de la rupture, alors, il y a plusieurs approches. La plus connue, c'est la mécanique de la rupture fragile. On considère que seule la fissuration dissipe de l'énergie, donc ça veut dire que le matériau est élastique. Quand on fait ce type d'analyse, on peut calculer que la contrainte tend vers l'infini au résumé de Franck. Aucun matériau ne peut supporter ça, bien sûr, mais si cette zone de singularité est très petite devant la longueur de la fissure et la taille de la structure, c'est une analyse qui est tout à fait valide et qui est très très utilisée. Par contre, on ne peut pas utiliser de critères en contrainte. Si c'est la contrainte, on ne peut pas utiliser ça parce que ça tend vers l'infini, ça n'aurait pas de sens. Donc,
c'est la mécanique latérale Griffiths, on met en place un critère en énergie, où GC c'est quelque chose qui est propre au matériau, qui est grosso modo une énergie dissipée par unité de surface. Donc par contre, voilà, à l'initiation, la fissure est petite, donc elle est grande devant la taille de singularité, donc on ne peut pas se servir de cette théorie-là pour faire l'initiation. On peut ne prédire que la propagation. Et c'est ce qui est fait ici avec le logiciel Z7, le module Z-Trax développé par Vincent Chiarotini. On voit ici une fissure, alors, qui existait déjà, un pré-fissure qui se propage dans une structure. Maintenant, comment faire dans l'amorçage? Alors là, j'aborde la thématique de la mécanique de l'endommagement, qui a un sens très précis en mécanique des matériaux. Il s'agit de représenter à l'échelle macroscopique l'effet microscopique d'un réseau de microfissures qui se développe, qui n'existe pas au début, et puis qui s'amorce à partir d'un seuil, donc là on va avoir la notion de seuil en contrainte, et qui se développe et donc qui, si je représente ça dans un diagramme contrainte déformation, finit par avoir un effet. Donc ça c'est tout le cadre de la mécanique de l'endommagement qui est très présente à l'ONERA, puisqu'on a eu comme collègue Jean-Louis Chaboche, qui est un des grands maîtres de l'approche française de la mécanique des matériaux, et qui a fait toute sa carrière à l'ONERA. Donc il y a une grosse structure mécanique de l'endommagement ici. Et donc on compte les fissures, enfin on représente l'effet des fissures de manière macroscopique. Alors c'est des choses, après, c'est des lois qui sont extrêmement complexes, et qui sont calées expérimentalement. Alors pour les caler, on peut compter les fissures, on peut les écouter, on peut mesurer l'échauffement qu'elles produisent. C'est par exemple ce qui a été fait ici dans le cadre de la thèse de Jérémy Germain. Et donc voilà, tout ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien, mais qui ne permet pas encore d'aller jusqu'à la propagation de fissures. C'est ce qu'on appelle ça la transition endommagement-rupture. Comment faire pour partir d'un matériau sain à un matériau qui est complètement fissuré? Alors, on pourrait imaginer partir de cette loi d'endommagement et de pousser un peu plus loin pour représenter la coalescence de tous ces micro-fissures. Ça conduirait à écrire ce qu'on appelle une loi adoucissante. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on représente le fait qu'aucune contrainte n'est transmissible par le matériau. Alors, on est tenté de le faire, alors les gens l'ont fait depuis très longtemps, mais ça pose de très graves problèmes. Sans rentrer dans le détail, en fait, on peut montrer qu'en faisant ça, on perd l'unicité de la solution. La traduction numérique, c'est qu'on vient localiser la zone de fissuration sur une épaisseur d'un élément. Donc on n'a plus de convergence au maillage, puisque si on raffine vers une surface ou un volume qui tend vers zéro, et donc on dissipe à zéro énergie, ce qui n'a pas de sens physique. Donc depuis longtemps, quand je dis longtemps, ça fait 20-40 ans maintenant, les chercheurs ont essayé de comprendre ce qu'il fallait faire. Ça a commencé, on cite souvent le papier de Pigeonnier Cabot. En fait, l'idée c'est d'introduire une longueur interne dans le modèle et un gradient de cette variable d'endommagement. Je ne vais pas passer des détails sur cette équation-là, mais grosso modo, ça consiste à donner une épaisseur à la fissure. Et ça réconcilie pas mal de choses. Parce que vous avez vu que tout à l'heure, j'avais un critère en énergie surfacique, et puis là, l'air dissipé sur la courbe, c'est une énergie volumique. Donc cette longueur-là, c'est celle qui vient réconcilier un petit peu tout ça. Donc, on peut imaginer être capable d'avoir un critère en contrainte pour l'amorçage et en GC pour la propagation. Depuis il y a une vingtaine d'années, une dizaine d'années, ça a été vraiment bien posé pour la résolution d'éléments finis. On a des résultats théoriques qui permettent de prouver la convergence de ce genre d'approche-là vers la mécanique de la rupture. C'est ce qu'on appelle l'approche variationnelle de la mécanique de la rupture ou le champ de phase. Donc on a trouvé une longueur interne. Quelle est sa signification? Est-ce que c'est une signification numérique? Il faut la faire tendre vers zéro? Est-ce qu'elle a un sens physique? Ça c'est une question qui est compliquée. Alors, une première chose, c'est de voir qu'on peut faire une analyse dimensionnelle en intégrant ce fameux GC et ce sigma C, là, le critère en énergie en contrainte, et de voir qu'on fait apparaître une longueur interne. Déjà, on sent qu'il y a une longueur interne qui est quelque part. Alors, il se trouve qu'en mécanique de la rupture fragile, vous avez vu la contrainte tend vers l'infini, ça veut dire que la longueur interne tend vers zéro. Donc on peut se dire déjà que quand on a une structure qui est grande, effectivement, on peut faire sans longueur interne. On peut faire de la mécanique de la rupture fragile. Par contre, alors en quasi-fragile, ça veut dire que on s'intéresse quand même au problème d'amorçage, il nous faut ce critère en contrainte. On sait que le matériau ne va pas tolérer une contrainte infinie, c'est pour ça qu'on met le quasi-fragile. Il faut avoir ces deux notions, et donc c'est là qu'on fait apparaître cette longueur interne. Alors, la difficulté, c'est que ça dépend énormément des matériaux et de leur sollicitation. Il se trouve qu'on a encadré une thèse à l'ONERA il y a quelques temps, celle de Victor Meadow, qui l'a soutenue, alors je n'ai pas mis l'année, c'était en 2018 je pense, qui travaillait sur un matériau tissé fourni par Safran.
ce matériau qui sert à faire la fameuse Ophan dont j'ai montré l'image tout à l'heure. Et il se trouve qu'en fait, on a fait des essais de mesure de ténacité, de GC, à différentes échelles. On a fait ça parce que Safran avait un problème avec avec GE. Ils n'avaient pas les mêmes mesures de GC. Et c'était embêtant. Donc ils ont demandé de regarder ce qui se passait. Puis nous, on a trouvé une autre mesure de GC. C'était embêtant. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on était typiquement là face à un problème d'effet d'échelle. Et en faisant des éprouvettes de tailles différentes, on avait des mesures de GC qui étaient différentes. L'explication, c'est qu'en fait, on a une longueur interne qui est présente. Il se trouve que ce matériau-là, du fait de son tissage qui est assez grossier, fait apparaître à l'échelle des éprouvettes cet effet d'échelle. Et donc là, on voit typiquement les taurons de fibres qui ont une certaine épaisseur, et ça donne du sens à l'épaisseur de la structure. Là, on avait le matériau parfait pour mettre en évidence cet effet d'échelle. Et il se trouve qu'en intégrant ça dans les modèles, Victor a réussi à recaler un modèle qui permet d'expliquer le GC apparent en fonction d'un GC à l'infini, quand la structure est très grande, et la longueur interne petite devant la taille de la structure, et puis quelque chose qui est le CIMAC. Donc, Bazin a écrit un très beau papier qui permet d'expliquer très simplement ces histoires d'effets d'échelle et qui montre que si les règles de changement d'échelle ne sont pas des lois puissance, c'est que forcément dans le modèle, on a une longueur interne qui existe quelque part. On peut ne pas l'avoir si cette longueur interne est très petite. Donc, là, j'ai bien montré qu'il y a des effets d'échelle importants quand on s'intéresse à la mécanique de la rupture. Quand on veut aller du matériau sain jusqu'à la rupture complètement cassée. Il y a une autre chose qui vient compliquer l'affaire, c'est que la rupture est souvent instable, dynamique. Souvent, quand on casse un truc, ça casse d'un coup. Donc on a un aspect dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, si je charge une structure, typiquement cette plaque trouvée, je regarde sa force par rapport à son déplacement, j'ai un point où d'un coup ça va casser, et j'ai une réponse dynamique qui est représentée en bleu, donc ça va casser brutalement, je vais osciller, me stabiliser, mais voilà, j'ai une rupture dynamique. Il y a des gens pour traiter ça qui font ce qu'on appelle des longueurs d'arc, ça veut dire qu'ils vont chercher la solution quasi-statique admissible, mais c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire en essai, quelque chose qui aurait un sens physique, mais qui est difficile à reproduire. Souvent, ce qu'on obtient, c'est une réponse dynamique. Donc, nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de résoudre ça en dynamique. Alors, c'est marrant parce que quand j'étais doctorant, je travaillais sur la fissuration en fatigue, donc il n'y avait pas du tout de dynamique. Et Anthony me disait, les gens l'ignorent, ils pensent souvent que la dynamique c'est compliqué, mais on gagne souvent à faire de la dynamique parce que ça régularise des choses, et finalement, les choses ne sont pas si compliquées, ça résout beaucoup de problèmes de la dynamique. Et typiquement, ce qu'on observe ici, c'est-à-dire que passer en dynamique, c'est-à-dire qu'on va par contre devoir observer les choses à une échelle de temps très fine, et quand on observe ça à une échelle de temps très fine, on voit qu'on a une pente. Et nos solvers, typiquement, on a des solvers implicites qui nécessitent une certaine régularité de la solution. Et bien la solution qui n'est pas du tout régulière là, à une échelle de temps fine, devient régulière, et on peut utiliser nos solvers. Alors, ça simplifie les choses d'une certaine manière, par contre ça la complique dans le sens où ça coûte très cher. Donc ici on a l'exemple de la simulation de cette plaque trouvée là, donc issu de la thèse de Jérémy Germain, qui montre une simulation, donc on a intégré tous ces modèles d'endommagement et de phase fit. Là on voit l'endommagement ici en bleu, c'est la fissuration qu'il y a dans la matrice du matériau composite, et en noir on voit la rupture des fibres. Et on voit que c'est dynamique à deux choses. Déjà l'échelle de temps ici, ce qui évolue, c'est des microsecondes, et puis on voit à un moment donné, ça c'est en haut, on voit le nombre de contraintes qui se propagent. Ça montre bien qu'on est dans un régime dynamique. Et ça a coûté cher parce qu'elle est à 0,09 secondes. On ne sait pas en fait quand ça va arriver. Donc il faut avoir des solvers qui sont robustes et il faut bien les configurer. Donc voilà, donc j'ai montré qu'il y a dans ces problèmes-là des aspects multi-échelles à la fois en espace et en temps. Et les techniques numériques peuvent nous permettre d'absorber certaines de ces difficultés. Donc je vais parler de trois choses, le HPC, la co-simulation et la parallélisation en temps, à travers de trois exemples. Premier exemple, c'est l'exemple, donc ça c'était une collaboration, on a eu pendant 2 ans Craig Pressvilla qui est de l'US Air Force, qui est du laboratoire de recherche de l'US Air Force, qui a passé 2 ans avec nous sur différentes thématiques, dont celle-là, la rupture à l'échelle microscopique des composites à matrice céramique. Donc là, il faut voir que ce qu'on voit là, c'est des fibres qui font une vingtaine de microns. Et on a identifié que cette longueur interne, là, pour respecter notre critère en GC et en CIMAC, est de l'ordre de 1 micron.
on a quelque chose qui a une très très petite échelle. Et là, l'idée, c'était de voir quelle était l'influence de la densité de répartition des fibres sur la ténacité apparente de ces matériaux-là. Donc pour ça, vous voyez la taille de maille, là, pour représenter une fissure avec une certaine épaisseur. On a ici 10 millions d'inconnus sur ce problème-là. Donc on a utilisé des techniques HPC, donc décomposition de domaine. On a travaillé avec Christophe Beauvais de l'équipe qui est spécialiste dans Z7 de ces techniques de parallélisation. Donc on a utilisé 40 sous-domaines et en fait 80 processeurs pour résoudre ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait la transition d'un régime quasi-statique à un régime dynamique a posé beaucoup de problèmes. Parce qu'on a le delta T, là, il est grand, et puis d'un coup il devient petit. Et numériquement, les techniques de décomposition de domaine qu'il a fallu utiliser, en fait, sont bien adaptées à l'un des régimes et à l'autre, mais la transition ne se passait pas très bien. Donc pour ceux qui connaissent, on a dû utiliser une méthode de décomposition de domaine primale, ce qui n'est pas forcément très commun. Donc si on regarde ce que ça donne, ben voilà, on a les fibres qui sont réparties. Alors on voit, là il y a les 60 domaines là, qui sont représentés par des couleurs différentes. On voit que le domaine est fin. On a ici une interface entre la fibre et la matrice qu'on appelle un coating, ce qui est classique sur ces céramiques. Et puis là, pareil, on va voir, donc on a le chargement, et puis d'un coup, la fissure apparaît et se propage de manière dynamique. Et on voit un réseau de fissures qui se propage de cette manière-là. Donc on voit les ondes, donc on est bien en dynamique rapide. Et l'idée, donc là, c'était de voir dans quelle mesure ça dissipait plus ou moins d'énergie. Donc ce qu'on voit là, c'est que les faciès de rupture, on a plein de fissures qui sont apparues ici et là. On a dissipé, on a ici 800 microns de longueur de fissure, contre la moitié ici. Donc on peut imaginer, même si c'est des travaux qui sont en cours, hein, c'est pas, encore on n'a pas fini d'analyser tout ça, on peut imaginer que ce matériau-là va dissiper et absorber un peu plus d'énergie que celui-là. Donc la simulation numérique peut aider à comprendre et à optimiser les matériaux à une certaine échelle. Une autre chose, alors ça c'est une thèse, la thèse de Teddy Chantray, c'était une thèse ONERA, mais dont le directeur de thèse était Anthony justement. Donc là, l'idée c'était de regarder ce qui se passait sur une plaque composite. Donc là on a une structure relativement grande, et quand on sait que les défauts sont très localisés, ici on a un impact. Et donc on a concocté cette thèse avec Anthony. L'idée c'était d'utiliser l'algorithme qu'il a mis en place pendant sa thèse, qui s'appelle l'algorithme gravure-combescure, et qui permet de mélanger une résolution implicite adaptée à des grands pas de temps, à une résolution explicite adaptée à des petits pas de temps et à des problèmes non réguliers. C'est typiquement cette situation-là qu'on avait à traiter. Donc on a fait du couplage de code entre Z7 et un code du CEA, Europlexus, en mettant en œuvre ces techniques. La difficulté, en fait, c'est de s'assurer de la précision et surtout de la stabilité du schéma. Et c'est là-dessus qu'a beaucoup travaillé Anthony. J'imagine que tu vas peut-être nous en toucher quelques mots tout à l'heure, on verra. Donc la difficulté, voilà, c'est de bien faire l'interpolation en espace, mais aussi en temps. Et puis voilà ce que ça donne. Hein. On voit ici l'endommagement localisé. Alors la zone évidée, là en fait, c'est la zone où on a le calcul explicite, et donc on a juste représenté la partie endommagée. Pareil, calcul dynamique, multi-échelle, en espace et en temps. Et puis une dernière chose, ça coûte cher en temps. On a tenté avec des collègues mathématiciens il y a quelques années de faire la parallélisation en temps. Alors l'idée, c'est un peu spécial, hein, c'est de se dire, alors ça on a un schéma d'intégration en temps, on relie les déplacements, les vitesses et les accélérations au pas de temps n plus 1, on les relie à ce qui se passe au pas de temps n. Et l'idée, c'est de se dire que ce schéma-là, qu'on écrit souvent d'un pas à l'autre, donc on écrit que deux équations sur passe scalaire, ça c'est des vecteurs modaux, mais c'est des tensoriser, c'est-à-dire les écrire sous la forme matricielle, où ici, U, c'est pas le déplacement à un pas de temps donné, mais c'est l'ensemble des pas de temps. Et cet opérateur, là, il est carré, il est même triangulaire. On voit ici, par exemple, que ce qui se passe à la fin dépend de ce qui s'est passé au début, c'est les conditions initiales. L'idée, c'est de diagonaliser cet opérateur. Finalement, on a un opérateur, il est diagonalisé. Et il y a une condition pour pouvoir le diagonaliser, c'est d'avoir des pas de temps qui sont tous différents. Et ça conduit à des difficultés, puisque s'ils sont tous différents, ça veut dire que par rapport à la solution de référence, on en a qui sont plus grands, donc on va perdre en précision. Puis d'un autre côté, s'ils sont trop uniformes, la précision numérique de cette diagonalisation elle est mauvaise. C'est un opérateur assez chatouilleux. Et donc on avait pressenti qu'il y avait un optimum, qu'on a mesuré d'ailleurs, les expériences numériques, en termes de non-uniformité de ce pas de temps. Et on a travaillé avec des mathématiciens de l'université
PSL et puis de l'Université de Genève, qui ont montré très proprement qu'effectivement on avait un optimum et même pouvoir le calculer a priori. Et donc sur l'impact sur une structure composite, eh ben, on a obtenu des très bons résultats de parallélisation. Alors c'est pas aussi scalable que ce qu'on aurait avec la décomposition de domaine, mais on peut étendre un petit peu le domaine d'efficacité de la parallélisation. Et il me reste 5 minutes pour parler d'un dernier thème sur lequel on a pas mal travaillé ces dernières années, en collaboration, alors, au travers justement de ces projets fédérateurs, hein, avec le DEFI, c'est le département de physique, et ils ont notamment une équipe spécialisée dans le plasma et dans l'étude de la foudre. Bon, il faut savoir qu'un avion est très souvent foudroyé, hein, et que les industriels ont des espèces de représentations conservatrices de ce que peut être un coup de foudre représentatif. Et donc, à quelques dizaines de mètres ici, le DEFI a un banc qui s'appelle le banc Griffon qui permet de simuler ce qu'ils appellent des ondes de courant sur des structures, et notamment des structures composites. Donc là, on voit le résultat d'une structure qui a été foudroyée sur le banc Griffon. Donc, on voit que les fibres ont été coupées. De l'autre côté, on a du délaminage. Donc on a un vrai problème ici qui fait intervenir de l'électrostatique, comment le courant se répartit. Une fois qu'il s'est réparti, il va générer un échauffement localement par effet Joule. Donc on va devoir traiter un problème d'électrostatique, de diffusion thermique, et puis après de mécanique, puisque le matériau va être endommagé. Et puis en plus, l'arc de foudre s'accompagne d'une pression hydrostatique importante, donc on a un effet mécanique direct. Tout ça à des échelles très différentes, hein, vous n'avez peut-être pas vu, mais l'onde A ici s'applique en quelques dizaines de microsecondes, alors que la réponse thermique a un temps caractéristique beaucoup plus long, et la réponse mécanique, ben, c'est quelques dizaines de millisecondes entre deux périodes de vibration. Donc là, on a affaire à un fort problème, à la fois multiphysique, mais aussi multi-échelle en temps. Donc tout ça, c'est un chemin un peu compliqué, tout ça pour dire qu'on a mis en œuvre tous ces couplages là, dans notre code de calcul Z7. C'est résolu en éléments finis. Et on est capable donc de mailler l'essai, enfin par éléments finis. Puis là, ce qu'on observe, c'est la comparaison. Alors c'est très qualitatif, hein, c'est des problèmes qui sont très compliqués, on ne prétend pas du tout être prédictif là-dessus. Hein, mais qualitativement, on représente la zone de brûlure. On représente ici aussi les délaminages, donc les fissures qui entre différents plis du stratifié. Ça, c'est ce qui a été simulé, ça, ce qui a été observé par scan ultrasonore en post-mortem après les essais. Et on a aussi tenté de mesurer de manière indirecte l'effet qu'ont la peinture et la protection. On met un grillage en fait métallique sur les fuselages pour protéger ça. On a essayé de mesurer l'effet indirect que ça a, parce que c'est un effet indirect en fait, cette peinture, cette protection a un effet sur le diamètre d'injection du courant. Donc là, on a regardé ce qui se passe avec un diamètre d'injection qui reste très contraint, il ne s'élargit pas beaucoup, donc on a des fortes densités de courant qui viennent échauffer le matériau et le dégrader par effet Joule. Donc là, on voit que ça s'est bien endommagé, tout ce qui est noir, c'est ce qui est brûlé. Et puis, au contraire, quand on a quelque chose qui est mieux protégé, avec un pied d'arc qui s'élargit vite, et ben on a une brûlure qui reste circonscrite à la surface. Voilà, ça c'est un couplage thermoélectrique avec des modèles de dégradation type pyrolyse dans le calcul élément fini. Et puis, qualitativement, on est capable de représenter ici les zones brûlées qui ressemblent à ce qu'on peut observer en post-mortem sur une structure. Ici, on voit les zones brûlées, pyrolysées. Et puis, on a, dans des conditions similaires, qualitativement, on observe la même chose. C'est des problèmes qui sont très compliqués, on ne prétend pas du tout être mûr là-dessus, mais d'un point de vue numérique, c'est intéressant de montrer cet aspect couplage de code et multiphysique. Voilà, donc j'en arrive aux perspectives et conclusions. Donc, j'espère vous avoir convaincu que pour faire de la mécanique de la rupture, il faut forcément à un moment donné faire du multi-échelle, puisque cette échelle, cette longueur interne dont j'ai parlé, elle est très souvent très petite par rapport à la taille caractéristique des matériaux qui nous intéressent ou des pièces de l'ingénieur. Donc la question à se poser, c'est que pour chaque matériau, chaque sollicitation, il faut identifier cette échelle qu'on appelle de process zone, et se poser la question à l'échelle qui m'intéresse, la longueur interne a-t-elle un rôle physique? En tout cas, il faut tâcher d'identifier, d'en rendre compte par des modèles, ou numérique, à ce moment-là, il faut la faire tendre vers zéro, ce qui peut se faire aussi. Par contre, voilà, ça coûte très cher, et donc il faut s'appuyer sur les méthodes numériques modernes, et pas seulement compter sur la croissance exponentielle de la puissance des calculateurs, mais continuer à développer des méthodes nouvelles
précise, à moindre coût, pour faire tout ça. Et donc il faut continuer aussi également à maintenir le lien étroit entre essais, modèles et méthodes numériques. Là j'ai montré deux images du projet en cours. C'est la thèse de Salim Chaibi qui traite très finement des modèles d'endommagement lors d'impact sur plaques stratifiées. C'est le deuxième volet du projet de Marcos avec Dassault. Et puis là, c'est la rupture de givre. On travaille avec le DMTE à Toulouse, dont une des spécialités, c'est de comprendre la problématique du givrage sur les aéronefs, qui peut être un vrai problème. Et là, on applique ces méthodes de mécanique de la rupture sur le givre. Et donc, il y a des essais qui ont eu lieu dans la soufflerie givrante de l'ONERA Toulouse. On essaye de simuler ce qui s'y passe. Je n'en parlerai pas plus. Et puis, voilà un dernier mot pour parler du rôle de l'outil logiciel. Tout ce que j'ai montré là, pas tellement parler du logiciel, mais c'est quelque chose, un outil qui est central pour nous dans nos équipes. Et toutes les équations, toutes les flèches sur les schémas, tous les algorithmes présentés ici se traduisent en ligne de code. Et si on a pu faire tout ça avec les doctorants, avec les stagiaires, parce que dans la liste de noms, il y avait aussi beaucoup de stagiaires qui sont là que 6 mois, eh ben c'est parce qu'on a un code, donc on pense qu'il a un bon niveau d'interface, on utilise beaucoup de Python. C'est pas forcément du Python, mais on a un bon niveau de complexité qui permet à la fois aux mécaniciens numériciens de faire des choses complexes sans avoir à tomber dans les arcanes du C++, qui demeure quand même quelque chose d'important sur le cœur du code. Et on est en train, comme l'a dit Anne Tanguy, on est en train de travailler au futur du code Z7. Donc c'est un code qui s'appellera A7, qu'on développe avec l'école des mines de Paris et Safran. Et donc voilà, je voulais parler de l'importance quand même de l'outil numérique dans ce qu'on fait. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a quelques minutes pour des questions. Il faudra juste que tu penses à reformuler la question pour les gens qui sont en ligne. Voilà, parce que Sylvain m'a demandé ça. Ah oui, d'accord, pardon. Oui. On n'a pas de micro directement lié. Oui, d'accord, donc je reformule la question. Il y a une montre qui te suit en ligne. Oui, je comprends. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'en ai une. De Naïf, voilà, je veux vous lancer. Merci pour cet exposé. Présentation de choses que je ne connaissais pas. C'est hyper intéressant. Et j'avais, au-delà de l'aspect simulation, et j'ai vu que tu as centré sur les céramiques, mais c'était les circonstances, on va dire, et composites, pardon, c'était les circonstances. Est-ce qu'il y a un apport des méthodes inspirées de l'IA pour avancer entre tout ce qui est simulation numérique, mesure expérimentale, etc., pour essayer de sortir des... Donc la question, je vais reformuler, est-ce que l'IA peut avoir un apport dans cette thématique-là? Alors, oui. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de ça, mais à l'ONERA, il y a un PR en cours, et c'est même un PR en cours, qui s'appelle le matériau numérique, et dont la moitié, en termes de volume, la moitié est dévolue justement à étudier l'intérêt que pourrait avoir l'IA, les bases de données qu'on peut avoir sur ces matériaux-là, sur la modélisation matérielle, y compris métallique. Beaucoup d'aspects métalliques. Par contre, sur les composites, la question portait peut-être plus sur les composites. C'est moins évident, je pense, mais je ne suis pas la bonne personne pour répondre à la question. Je ne connais pas bien ces aspects-là. Sur les métalliques, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font, et qui sont faites à l'ONERA. Sur les composites, un peu moins, je pense. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre exposé, merci beaucoup, et très intéressant. Alors, sur la mesure de GC à différentes échelles, qu'est-ce qu'on fait varier comme échelle? C'est l'échelle du système sur lequel on mesure GC. Moi, je ne suis pas spécialiste. Le W, c'était quoi là? Le W là, c'est la taille caractéristique de l'éprouve. Disons que c'est un facteur d'homothétie entre les différentes éprouvettes. Si l'éprouvette est très grande, la longueur interne ici est très petite, elle ne se voit plus. Donc on est sur un régime permanent. On ne voit que le GC. Ma deuxième question, c'était sur le diagramme où on voit la courbe qui a un point critique au début de la rupture. Et on retrouve des choses comme ça en combustion. Par exemple, on a typiquement l'extinction ressemble à ça, quoi. On fait varier le taux d'étirement et on a une extinction qui se produit lorsqu'on souffle très fort sur la flamme.
Et effectivement, le problème du calcul consiste à passer en dynamique, hein, comme ce que vous avez fait. Donc j'imagine qu'on ajoute les termes dynamiques dans les équations. Alors, les termes dynamiques, ils sont là dès le départ, en fait. On a la matrice de Reder, qui répond au classique, puis on rajoute la masse. Simplement, quand le pas de temps est très grand, parce que le régime est quasi statique, ce terme-là est très grand, l'inertie ne s'exprime pas. C'est naturel, tout se fait de manière très naturelle, sauf quand on en arrive à avoir des difficultés numériques, comme ce qu'on a eu ici, où en fait, là je rentrerai dans les détails, mais dès le départ, on a ce terme d'inertie, mais qui ne s'exprime pas forcément. Donc ce que vous avez dit longueur d'arc, c'est la continuation sur la longueur d'arc. Oui, bon, d'ailleurs, l'autre mot, c'est méthode de continuation. Oui, c'est ça, on cherche une solution quasi statique acceptable, qui est en général pas celle qu'on a. Et on peut mieux le faire en dynamique. C'est différent. Nous, si on le fait en dynamique, c'est aussi pour une autre raison. C'est parce que mes collègues qui font les lois de comportement introduisent de la viscosité pour représenter la viscosité de la matrice de ces matériaux-là. Et quand on fait la longueur d'arc, le temps n'a plus de sens unique. Il peut même reculer. Pour faire de la viscosité, ça ne peut pas fonctionner. C'est aussi une des choses qui nous a poussé à aller vers de la dynamique. Merci. Dans l'application foudre, tu as dit tous les couplages sont dans Z7, j'ai peut-être eu un moment d'inattention. Couplage avec quoi? Il y a des codes de la direction de la physique qui non, alors, ça c'est du Z7. Par contre, les collègues de la physique, et on a travaillé avec Fabien Tolin là-dessus, et puis avec Laurent Chamartin quand il était là, eux ils ont un code, et puis ils ont des manips aussi, ils savent estimer le courant électrique qui rentre, la densité de courant et la zone d'affectation. Ils savent estimer les flux thermiques, puis et puis ils savent nous estimer la pression hydrostatique. C'est eux qui font ça. Là c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de la collaboration, mais on a travaillé avec eux, ils nous donnent les données d'entrée de cette boîte-là. Aujourd'hui, si on le refaisait, ce serait avec le code Taranis qui développe la défi, je suppose. Bon, là, ça a quelques années, Taranis n'existait pas encore. Oui, à l'époque, ils le faisaient avec le code Saturn. Le code Saturn, c'est ça, l'extension du code Saturn. Ok, merci. Effectivement, je vous remercie de m'avoir invité à cet événement. Donc effectivement, moi je vais vous parler de vulnérabilité des structures face à des chargements dynamiques transitoires. Et donc je vais prendre en particulier des exemples qui tournent autour de l'amérissage des avions. Donc on va partir sur, dans le cas d'une capsule spatiale qui est en fait un des rares cas, une des rares structures qui a été dimensionnée réellement pour supporter l'amérissage, puisque en fait la mission, l'objet en fait de cette structure, c'est bien de ramener des astronautes sur Terre, enfin sur mer là pour le coup, et donc de les protéger face à des niveaux d'accélération qui sont très importants. Alors parfois, il se trouve que les avions aussi doivent faire des manœuvres d'urgence, qu'on appelle un amérissage, donc c'est un événement qui est préparé pour l'équipage et pour les passagers. Et vous avez ici le cas de l'amérissage sur l'Hudson River, où il est vrai que c'est un des rares cas pour lesquels il n'y a eu aucune victime, ni au niveau des passagers, ni au niveau de l'équipage. Mais, soyons honnêtes, malheureusement, les conséquences de ces accidents, elles sont dramatiques et catastrophiques. Alors, c'est quoi les enjeux ici, si on résume un peu l'objectif des travaux qu'on mène depuis pas mal d'années? Eh bien, en fait, on est face à différentes problématiques. On a des couplages, forcément, des interactions entre fluides et structures, puisqu'on a un fluide, en fait, qui va venir charger et déformer de façon significative la structure. On a des problèmes multi-échelles en temps et en espace. C'est plus particulièrement vrai pour des cas d'explosion, où, en fait, le chargement va durer quelques microsecondes, alors que la structure qui va supporter ce chargement, elle va avoir une réponse qui va durer plusieurs centaines de secondes, voire plusieurs secondes. Sur un amérissage, par exemple, l'impact dure à peu près, quelque chose qui dure à peu près 100 millisecondes. Et si on veut aller jusqu'à la flottabilité, c'est-à-dire savoir si l'équipage va pouvoir sortir avec les passagers, il faut simuler plusieurs secondes, voire 10 secondes de calcul numérique. Et donc on est face vraiment à des problèmes d'échelle qui sont vraiment très différentes en termes de niveau de chargement. Et bien évidemment, en termes de structure, on a aussi des problèmes d'espace, enfin des problèmes multi-échelles en espace,
Parce que bien évidemment, simuler l'amérissage d'un bout d'avion, ça n'a pas de sens. Il faut simuler l'avion complet. Et donc, eh bien, il faut faire face à des structures de grande taille. Puis on verra pourquoi finalement on a des problèmes multi-échelles aussi. Alors en plus de tout ça, on a des fortes non-linéarités géométriques. On voit ici les enfoncements sont significatifs, il y a des déformations, il y a des ruptures, c'est des choses a priori très compliquées. Et donc les voies de recherche qu'on a menées, nous, elles sont numériques, forcément, elles sont expérimentales, mais on verra aussi qu'on a mis un peu de modèle analytique dans tout ça. Alors sur l'interaction fluide-structure, on a été parmi les premiers au niveau, ça fait maintenant une vingtaine d'années, à proposer ce concept d'interface immergée, interface fluide-structure immergée, et qui présente un certain nombre d'avantages, puisqu'en fait, pour simplifier, on peut vraiment avoir des maillages fluides et des maillages structures qui sont très réguliers, donc qui sont très stables au niveau des schémas numériques. Et donc on peut simuler des phénomènes sur des temps qui sont très très longs. Et en plus, vu qu'on a affaire à des problèmes de rupture, on peut, entre guillemets, supporter le fait que certains éléments vont être éliminés, entre guillemets, par des techniques d'érosion ou je ne sais pas quoi. Et puis, s'il y a une rupture dans la structure, ce n'est pas un problème, l'interface va continuer à fonctionner. Alors vous avez le cas ici d'application de cette technique qui date de quelques années, sur le cas en fait d'une explosion d'une mine sous une roue, où il a fallu en fait vraiment simuler le comportement du véhicule complet avec son système de suspension, puisque c'est ça en fait qui va participer aussi dans l'absorption d'énergie. Et puis, nous, notre objectif, c'était d'avoir les niveaux d'accélération des passagers qui sont à l'intérieur pour garantir la sécurité face à ce genre en fait de problème. Alors vous voyez, la simulation, l'explosion en elle-même, c'est quelques microsecondes, et la réponse de la structure, le deuxième impact qui va suivre derrière, il se produit, lui, plusieurs secondes après. Alors ces méthodes numériques, elles ont été progressivement introduites dans des codes de calcul commerciaux. On a pu les utiliser pour faire l'amérissage d'hélicoptères, et on les utilise aussi maintenant pour faire l'amérissage d'avions commerciaux. Alors vous avez un exemple ici de ces simulations. On travaille avec nos collègues allemands du DLR. Donc nous, en fait, on travaille sur des approches couplées Euler-Lagrange, et eux, en fait, ont suivi une voie un peu plus traditionnelle pour ces problèmes, qui est le SPH. Alors l'idée n'est pas de savoir laquelle méthode est la meilleure, on ne cherche pas, on n'est pas dans la compétition, mais la coopération. Et ici, en fait, on voit qu'on est obligé, pour ce type d'approche, de passer à du couplage multimodèle, donc de la co-simulation, où finalement, ce problème de temps et d'espace, en fait, est résolu à différentes échelles, pour différents pas de temps. Un pas de temps qui est adapté au problème fluide, un pas de temps qui est adapté au problème structure. Voilà. Et puis, on peut mettre aussi la puissance de calcul là où c'est nécessaire. Et puis, il y a des pas de temps qui sont plus critiques, pas de temps de mètre ou des supercycles, où là, effectivement, on va faire l'équilibre mécanique à ces instants précis. Donc ça, aujourd'hui, c'est très utilisé, c'est très pratique, et ça nous permet d'avoir des temps de restitution pour ce genre de calcul qui sont de l'ordre de la journée, ce qui n'est vraiment pas grand-chose, finalement, pour la complexité. Ici, je crois qu'on simule à peu près 10 secondes d'amérissage. Alors, si on revient maintenant au problème de la structure, et puis on va un petit peu détailler pourquoi il y a un problème multi-échelle à l'intérieur, en fait, que ce soit pour un crash, une explosion, un impact réseau ou un impact, en fait, on s'aperçoit que les fixations, en fait, elles ont un rôle fondamental dans le mode de déformation et la rupture de ces structures en aéronautique. On va avoir de la rupture de fixation, on va avoir de la déchirure de tôle, comme on peut voir ici, par exemple. Puis on peut avoir le rivet qui passe à travers. Et donc, les assemblages, pour nous, sont des sites privilégiés. On va avoir des mécanismes non linéaires qui vont se développer. Alors le problème, c'est que si je prends le cas d'un Airbus A320, c'est une structure qui fait plusieurs dizaines de mètres et que je dois modéliser. Et puis je sais maintenant que ce qui va piloter mon problème mécanique, ce sont des phénomènes qui se développent à une échelle de quelques millimètres. Un rivet, c'est 4 mm de diamètre. Et en plus, dans mon problème, j'en ai des centaines de milliers. Et donc je ne peux pas me permettre forcément de faire des modèles très détaillés. Et donc, je dois avoir recours en fait à des éléments simplifiés. Ici, par exemple, c'est l'explosion d'une mine dans la soute d'un avion. Vous avez les bagages, tout ça. La structure est modélisée avec des éléments de coque. C'est le meilleur niveau de discrétisation qu'on peut faire.
Et l'assemblage, en fait, on utilise ce qu'on appelle des modèles de connecteurs. Alors on verra que c'est un peu particulier, il y en a maintenant de différents types. Et donc on est face effectivement à quelque chose qui est incompatible, puisque je n'ai pas suffisamment de degrés de liberté pour représenter ces modes de rotation locaux. Et je sais pertinemment qu'avec ce niveau de détail, eh bien évidemment, je ne peux pas représenter les concentrations de contraintes qui vont être à l'origine en fait, de la rupture. Donc on a à faire face en fait, à des problèmes d'échelle macroscopique, ça c'est le mieux que je peux faire, et des problèmes mésoscopiques, et ça c'est plutôt la réalité. Donc comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors on peut se poser la question de se dire, bon finalement ces assemblages, peut-être c'est un faux problème. Ben non en fait, si on prend en compte un assemblage et qu'on considère son comportement rigide, sur le cas d'une petite structure aéronautique comme ça, qui comporte quelques centaines de rivets, on voit que la représentativité est hausse en fait. C'est pas simuler du tout le comportement de ces structures, alors qu'elle est vraiment très simple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? On peut trouver dans la littérature des règles qui permettent de calculer des rigidités d'assemblage, mais on reste sur des modèles qui sont élastiques, mais ça tient compte du fait que les épaisseurs sont différentes, le diamètre du rivet aussi peut être différent, etc. Et on peut calibrer comme ça des modèles de fixation en tenant compte d'une certaine élasticité de la fixation et de la tôle au voisinage. Alors on voit que ça améliore, mais ce n'est pas suffisant en termes d'énergie, de dissipation d'énergie, on est encore assez loin. On commence à regarder les niveaux d'effort qui sont comparables, mais l'énergie dissipée dans la structure n'est pas encore bonne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? En fait, je pense que là, à ce moment-là, on ne savait plus trop quoi faire, et on s'est dit, essayons en fait de trouver une façon de caractériser ces assemblages pour savoir quelle voie de développement il faut en fait mettre en place dans les nouvelles techniques de simulation. Et donc on a développé un moyen d'essai qui permet en fait de représenter les chargements qui vont être à l'intérieur d'une structure au niveau de la fixation. C'est un moyen qui en fait a été développé initialement pour tester des composites, et nous on l'a adapté à des fixations. Et donc ça s'appelle un essai Arcan, donc c'est un essai muxiaxial qui mixe l'attraction et le cisaillement pur. Et donc ça permet de décrire comme ça tous les modes mixtes qu'on rencontrerait dans un calcul de structure où on va en fait mettre plus ou moins de traction, plus ou moins de cisaillement. Alors bien évidemment, dans un problème de dynamique rapide, on fait face à une possible dépendance du phénomène à la vitesse de déformation. Et donc on a développé aussi des systèmes, cette fois-ci uniaxiaux, puisqu'on a une problématique expérimentale qui est un peu plus compliquée. Et donc ça permet d'évaluer si le comportement de la fixation dépend de la vitesse à laquelle on va le solliciter. Alors maintenant qu'on a finalement trouvé les bonnes techniques expérimentales, maintenant qu'on connaît ces multiples modes, maintenant qu'on sait s'il y a des dépendances ou pas du comportement de la fixation, eh bien ça nous a permis, ça nous a permis de développer un certain nombre en fait de nouveaux modèles. Donc on a pris en compte de la plasticité localement dans les assemblages. On a amélioré la représentativité du modèle de fixation lorsqu'il était en configuration de chargement mixte, traction, cisaillement. Et on est même allé à développer, c'était des travaux avec Alain Condescure, des modèles d'endommagement pour des modèles de fixation, pour améliorer encore une fois la représentativité de ces modèles lorsque ça casse finalement. Et en fait, voilà ce qu'on a pu faire de mieux, et c'est toujours pas suffisant. Alors qu'est-ce qu'on oublie dans cette histoire-là? En fait, on oublie qu'on ne prend jamais en compte l'influence des fixations. Et en fait, ces fixations, au niveau des trous en tout cas, elles jouent un rôle fondamental. C'est au niveau des trous des assemblages que va se produire des localisations plastiques et on va déclencher la rupture. Et le problème, c'est qu'on n'en tient pas compte, mais finalement, il faut maintenant en tenir compte. Alors la première solution qu'on a trouvée, c'est de développer un super élément fini. Donc c'est comme un élément fini de Koch, sauf que dans sa formulation, on tient compte du fait que le trou va générer un champ hétérogène. Et donc forcément, ça repose sur un principe variationnel qui est assez spécifique. Malgré tout, ce principe variationnel, il assure la compatibilité de ces super éléments avec les éléments voisins, puisqu'on utilise des éléments de Koch qui sont standards à côté. Et puis, pour diverses raisons, on arrive à intégrer cet élément simplement sur la frontière, et on voit qu'effectivement, plus on met le point de bosse, entre guillemets, et plus on est précis, et plus on s'approche réellement de ce qui se passe à l'intérieur
du milieu en fait, qui devient hétérogène. Alors la seule limitation de ce type d'élément, c'est qu'on a besoin en fait de fonctions analytiques pour bâtir les fonctions de forme de l'élément. Et ces fonctions analytiques, elles existent pour des milieux qui sont métalliques et pour des milieux qui sont composites. Mais malgré tout, dans nos problèmes, on a quand même des non-linéarités matérielles comme de la plasticité, de l'endommagement, de la rupture, etc. Et donc pour l'instant, on est assez content puisqu'on arrive à avoir malgré tout des super éléments qui permettent de représenter des champs hétérogènes, mais ils sont toujours restreints à des problèmes élastiques. Alors la deuxième voie, elle est simple. Finalement, on a deux échelles. Essayons d'utiliser une technique de changement d'échelle, comme la méthode TFA par exemple. Alors la méthode TFA, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit que c'est une méthode qui vient de la mécanique des matériaux. Et nous, on se dit, pourquoi pas l'appliquer quelque part à une petite structure qui est une plaque avec un trou à l'intérieur. Donc, ça c'est notre VER. On applique la méthode de changement d'échelle et on considère en fait qu'ici qu'on a un milieu homogène équivalent au travers d'une loi de comportement qu'on caractérise avec cette technique de changement d'échelle. Alors ce qui est intéressant dans ce qu'on a proposé ici, c'est qu'on a amélioré cette technique, puisqu'en fait on est capable de relocaliser les champs à n'importe quel instant, comme on peut le voir ici, afin de définir des critères d'amorçage à l'échelle mésoscopique, à l'échelle du VER, pour savoir en fait quand est-ce que le matériau va commencer à s'endommager et à casser. Et donc on a dû ici montrer qu'il fallait absolument itérer la relation de localisation, et qu'à ce moment-là, on avait une précision qui était très bonne par rapport à ces essais. Alors, une autre façon de faire, tout simplement, c'est d'essayer de construire un modèle de simulation de l'assemblage, mais cette fois-ci un modèle haute fidélité. Et ce modèle haute fidélité, sur quoi il va reposer en fait? Sur la connaissance du comportement des matériaux, de leur endommagement, de leurs propriétés à rupture. Il va reposer ici, dans le cas d'une fixation, des contacts aussi, c'est quelque chose de très important et de très compliqué. Il y a des grands taux de déformation ici quand on va forger la tête, entre guillemets. Et puis, bien évidemment, ensuite, une fois qu'on a fait cette simulation de procédé, il faut trouver toutes les techniques nécessaires pour réinjecter un état résiduel équilibré dans un modèle d'autonomie mécanique qui est ici. Et puis, à la rigueur, on se dit, voilà, l'affaire est faite. Il suffit d'appliquer une technique de modélisation quelque part et puis d'en déduire de la même façon une sorte de modèle équivalent de la fixation. Alors, on a eu la chance de pouvoir valider en fait toutes ces techniques qu'on a mis en place pour différents problèmes, alors que ce soit pour un problème de plaque perforée, le rivet arcant que vous avez vu ici, une éprouvette de simple recouvrement, et puis c'est quelque chose qui a été repris depuis par plein de gens, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent ces techniques-là pour d'autres types d'assemblage. C'est utilisé dans l'industrie aéronautique et moi je suis assez content de savoir qu'ils sont allés jusqu'à robotiser cette méthode-là pour avoir leurs master curves qui sont utilisés pour le design et donc pour les équipes qui font vraiment les plans des avions. Donc c'est notre rôle en fait d'aller jusque-là, c'est de proposer des solutions et on est content quand elles sont utilisées par les. Alors, malgré tout, ici, et je finirai avec ça sur les travaux, j'espère ne pas avoir été trop rapide. C'est qu'il faut finalement caractériser le comportement des matériaux à cette échelle-là. Et vous avez compris, ici, il se passe beaucoup de choses. Si on veut arriver à faire ce genre de modèle, il faut s'intéresser à des procédés, il faut s'intéresser à du contact, à de la dépendance à la vitesse de déformation. On a été intégré dans des groupes pour des projets de recherche où on s'intéressait aussi au soudage, donc comment représenter la microstructure, comment est-ce qu'elle a évolué, etc., pour arriver finalement à définir ces lois qui caractérisent en fait le comportement de ces matériaux. Alors le comportement des matériaux, c'est quoi quelque part? C'est se poser différentes questions sur leur nature. Est-ce qu'ils sont isotropes, anisotropes? Est-ce qu'ils dépendent de la vitesse? Est-ce qu'ils dépendent de la température? Puisqu'on a affaire parfois à des matériaux qui travaillent dans des conditions chaudes. Et puis, tout ça, finalement, dès qu'on a tout ce genre de questions, ça mène à des campagnes expérimentales qui sont très coûteuses. Il faut tester le matériau dans plein de configurations. Et puis nous, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des techniques de mesure de champ qui sont très précises. Mais notre problématique, lorsqu'on fait de la dynamique rapide, c'est qu'on n'a pas la résolution des caméras
nécessaire à observer des champs locaux. On est obligé de faire avec quelques, je crois que c'est la caméra qui a été utilisée ici, il y a 100 pixels d'un côté et 80 de l'autre. Et malgré tout, il faut arriver à utiliser ces pixels pour essayer malgré tout de connaître un maximum d'informations sur le comportement du matériau. Donc là, vous avez vraiment des images qui sont mixées. C'est le générateur d'images qu'on a développé avec une technique de grille. Et puis là, ce que vous voyez, c'est le résultat de l'essai qui a été réellement fait. C'est ce qu'on appelle un essai TB. C'est une sorte d'essai d'Hopkinson mais déséquilibré. On n'a pas la barre de sortie pour ceux qui connaissent. Et donc, on vient juste faire un impact. On va venir propager une onde. Et cette onde, en fait, elle va générer un réseau qui va générer un spectre de vitesse de déformation et un spectre de déformation qui est préconditionné initialement justement par le déformateur d'image numérique. Et donc ça nous permet de définir les conditions expérimentales optimales pour couvrir le spectre nécessaire qu'on aurait à faire si on veut tester des lois de comportement et donc les optimiser sur une plage qui est prédéfinie. Voilà, donc on est beaucoup impliqué dans finalement ces problèmes d'imagerie. Il y a beaucoup de projets internes à l'ONERA sur ces problématiques. Bien évidemment, il n'y a pas que le champ cinématique à mesurer. Maintenant, on s'intéresse aussi à des champs de température. Et donc, on mixe vraiment aujourd'hui l'imagerie infrarouge et l'imagerie mesurée par des caméras ultra rapides. Alors, au niveau des perspectives, c'est simple. Vous aurez compris que plus le comportement des matériaux est compliqué et plus il faut se poser de questions. Et nous, on en vient à se poser la question de trouver finalement le spécimen, l'éprouvette qui est la plus optimisée pour chercher en fait le comportement du matériau. On veut sortir en fait des lois standards ou des méthodes standards et s'intéresser plutôt à l'essai le plus adapté au comportement qu'on veut caractériser. Donc forcément c'est pour des matériaux qui présentent de l'anisotropie forte, des dépendances fortes à la température, c'est pas pour des matériaux standards entre guillemets. Donc on participe beaucoup à ce qu'on appelle de l'optimisation d'essai. On a aussi affaire à des matériaux qui, malheureusement, cassent pour des petits niveaux de déformation. Et je vous ai expliqué, quand on fait de la lumière rapide, on a peu de pixels. Et donc là, finalement, on a peu de pixels, donc beaucoup de bruit, et des niveaux de déformation qui sont très faibles. Et on travaille sur l'amélioration de techniques de mesure de champ pour limiter justement ces bruits de mesure et augmenter vraiment le rapport signal-bruit qu'on a en fait dans ces configurations-là. Je n'ai pas d'image pour vous illustrer la chose, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'on arrive à faire. Sur les assemblages en eux-mêmes, en fait, on va dire, sur les assemblages Glotol, il n'y a plus grand-chose à faire, il n'y a plus grand-chose à dire. Les enjeux, en ce moment, c'est vraiment ce qu'on appelle des assemblages hybrides. Par exemple, du composite avec du métallique, ou même deux métalliques différents, mais ça, à la rigueur, ce n'est pas encore un problème. Ce qui pose vraiment problème, c'est les assemblages où on a 3 tôles, voire plus. Parce que là, les mécanismes sont vraiment découplés. Les phénomènes à caractériser, expérimentalement, ça devient, je ne vais pas dire un enfer, mais c'est vraiment très compliqué. Et en termes de modélisation, là, cette fois-ci, les modèles de connecteurs, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc il faut réinventer quelque chose. Sur les métiers de changement d'échelle et sur l'élément perforé, on se dit qu'à un moment, l'un va servir en fait à alimenter l'autre. Et donc on ne sait pas comment, on réfléchit beaucoup en ce moment, mais on se dit qu'à un moment, finalement, la méthode TFA, alors on ne va peut-être pas l'implanter directement dans un super élément, mais elle va nous aider peut-être à construire ces fameuses fonctions de forme d'éléments qui seront non linéaires. Et donc on va restreindre en fait le champ d'application de ces éléments-là à l'élasticité en fait. Et le deuxième point sur lequel on veut travailler, c'est qu'en fait on veut se souvenir que c'est le rivet qui transfère le chargement à la plaque mais au niveau du trou. Et là on a commencé à proposer des éléments où en fait on génère des degrés de liberté à l'intérieur de l'élément et on veut comme ça arriver à faire du couplage par des techniques de contact avec un modèle de connecteur spécifique mais qui cette fois-ci va agir sur les degrés de liberté qui sont au niveau du trou. Sur la perspective de l'amérissage, alors effectivement aujourd'hui on arrive à faire des simulations d'amérissage dans différentes configurations, ça marche bien, mais ce qui pose un problème, c'est qu'en fait on n'a pas de référence expérimentale. Alors on a la chance à l'ONERA, c'est d'avoir fait des essais sur des maquettes, et Dassault a été d'accord pour nous permettre d'utiliser les résultats qu'on a produits il y a quelques années sur le Falcon pour valider nos techniques. Donc ça, ce sont les travaux en cours, les résultats sont assez encourageants. Alors il y a encore un certain nombre de problèmes, mais
bon, on n'est vraiment pas trop loin d'arriver à simuler les essais qui ont été faits. Deuxième chose qui est assez importante, c'est comment est-ce qu'on peut introduire en fait un état de mer. Pour l'instant, tout se passe bien, c'est une mer d'huile. En fait, on sait très bien que les accidents, quand ils se produisent, c'est souvent parce que les conditions météorologiques sont mauvaises, et donc il va y avoir de la houle. Et donc, il faut adapter le modèle fluide pour qu'on puisse tenir compte en fait de la houle. Et ça, c'est quelque chose qui est en cours et on devrait pouvoir y répondre assez rapidement. On a une collaboration avec l'Ifremer et aussi avec un centre de recherche italien sur lequel on travaille pour ce moment dans ce cadre-là. Et je finirai la présentation sur ce fameux modèle d'avion déformable en fait. Parce que pour l'instant on travaille avec des modèles rigides, tout se passe bien, c'est pas coûteux, mais on sait que c'est pas forcément représentatif. Par contre, les questions qui se posent c'est, bon ben voilà, un avion, on sait qu'on a de la masse physique, donc ça c'est toutes les pièces qui constituent l'avion. Mais on sait qu'on a de la masse non physique. Alors, un passager, c'est une masse non physique. Les équipements de bord, c'est une masse non physique, etc. etc. Et donc, comment est-ce qu'il faut représenter, justement, comment est-ce qu'on doit les distribuer dans le modèle d'avion? Voilà, il y a plein de masses non physiques à l'intérieur. De la même façon, bien évidemment, comment est-ce qu'on va devoir modéliser cet avion complet? S'il va falloir raffiner à outrance, est-ce qu'on n'a pas le choix? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on pourrait peut-être envisager des techniques comme l'adaptation de maillage, automatiquement, en certains endroits, etc. Bien évidemment, là, encore une fois, les problèmes de multi-échelle, de multi-niveau, de multi-patons vont être décuplés. Mais bon, on travaille dessus avec le DLR et on commence à avoir quelques idées. Alors, avant de se lancer là-dedans, on s'est posé une question très pragmatique, finalement. On s'est dit, bon, peut-être que finalement, tenir compte de la flexibilité, c'est pas très important. Et donc on a pris ce petit panneau, c'est un panneau aéronautique qui est standard, il fait à peu près 2 mètres. Il est fait de cadres, de raidisseurs comme des vis, etc., d'une peau, de rivets, des clips, etc. Ça c'est le cadre réaliste, avec les épaisseurs qui sont habituellement utilisées dans la zone de l'avion qui subit l'impact. Et puis en changeant simplement les épaisseurs des pièces, on va rigidifier la structure. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Simplement, on a la même géométrie, on expose cette géométrie aux mêmes conditions expérimentales, et qu'est-ce qu'on voit en termes de dimensionnement? La réponse en effort n'est pas la même. Et ce n'est pas 3%, c'est 70% d'efforts en plus. Donc pour des gens qui s'intéressent au dimensionnement, donc les avionneurs derrière, mais ils se disent, ok, là c'est fini, on n'a plus le choix. C'est démontré, il faut absolument passer à des modèles d'avions déformables. Et donc là, bien évidemment, les phénomènes vont être vraiment fortement couplés en interaction fluide. Donc là, par exemple, voici le type de modèle qu'on arrive à faire. Et bien évidemment, il n'est pas question d'appliquer des règles, on va dire, de conception ou de modélisation à l'échelle du panneau, un avion complet. Là, c'est 2 mètres. Là, c'est environ 35 mètres. C'est à peu près l'équivalent d'un A300. Alors, ce modèle, il est physique. Il a été dimensionné avec des règles aéronautiques. Donc, en fait, je pose la question de savoir quelle mission pour cet avion, combien de passagers, etc. Quelle aile, entre guillemets, il faut produire pour générer la portance, combien de moteurs. Donc ça, c'est le DLR qui développe cette magnifique outil qui s'appelle Pandora. C'est vraiment la boîte de Pandore, je pense qu'ils ont bien trouvé le nom. Et donc, ils arrivent comme ça à modéliser vraiment des pièces qui sont très compliquées. Le raccord entre les ailes et le fuselage. Ici, vous avez la partie arrière, etc. Les moteurs qui peuvent être avec des pylônes qui sont rigides ou pas. On peut détacher les moteurs. Là, on voit les masses distribuées. Mais on se dit que ce modèle-là, finalement, il est déjà encore trop grossier. C'est des éléments de poutre, etc. On ne saura pas représenter les niveaux d'enfoncement qu'on a. Et donc, on se pose la question en ce moment, c'est de savoir si on ne peut pas progressivement mettre en place des techniques de raffinement local. C'est-à-dire qu'ici, on a le maillage de base avec les éléments qu'on peut mettre en place. Donc il y a majoritairement des éléments de poutre, entre guillemets. Et puis petit à petit, en fait, on va commencer à raffiner les pièces pour que l'avion en fait, puisse se déformer et être représentatif de ce qui se produit réellement en situation. Et ici, vous voyez le dernier niveau en fait, de raffinement qui est possible, où on retrouve cette fois-ci toutes les pièces, les rivets, tout le moyen, les coques, etc.
Voilà, donc je voudrais finir par remercier tous ceux qui ont contribué financièrement et aussi à ces travaux. C'est moi, comme je dis à chaque fois, c'est moi qui présente, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à ces travaux dans différents établissements, universités. Donc bien évidemment, l'ONERA a contribué en finançant des thèses, des projets, etc. La DGA aussi, nous on travaille en région Hauts-de-France, les activités numériques elles sont sur le site de Lille. Et donc on est beaucoup soutenu par des tests financés et bien évidemment on a été impliqué dans plein de projets européens qui nous ont permis de collaborer avec des établissements comme le centre de recherche de Rome, la Commission européenne et le DLR. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre attention. Très bien évidemment répondre à vos questions. Notre échelle de discussion. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps pour quelques questions avant la pause. Merci d'abord pour l'exposé brillantissime. Je vais revenir sur la question des connecteurs et l'interaction avec le trou. Donc la voie de correction proposée, c'est très bien, c'est d'aller vers la réduction de modèle pour utiliser la méthode TFA. Moi, j'en suis à me demander si on n'a pas intérêt à manier le trou. À manier le trou. Parce que finalement, à force de rajouter des points de Gauss pour intégrer des fonctions de test, ça a un coût. Et dans certaines disciplines que vous avez citées, c'est un domaine industriel, ils en sont à représenter vraiment le trou. Mais nous, c'est ce qu'on aimerait ne pas faire. Donc en fait, pour répondre vraiment à la question sans détour, cet élément, il existe. Et en fait, il repose sur deux choses. On a toujours les fonctions de base que j'ai données, qui permettent de représenter le comportement d'une plaque perforée. En fait, on a besoin de superposer des solutions particulières qui viennent par exemple du fait qu'on va mettre une pression ou une force sur ces nœuds-là. En fait. Et c'est comme ça qu'on va chercher comme ça à gérer l'interaction, c'est-à-dire que les forces de contact qui vont être produites par le modèle de connecteur sur le trou, elles vont répondre aussi à un formalisme qui est connu analytiquement et qu'on va pouvoir aussi alimenter par des modèles de détail. Donc, dans la méthode TFA, en fait, ce qui est rigolo, ce que vous dites, c'est que là, ce n'est pas montré, mais en fait, on est obligé de manier le trou, puisque par définition, TFA vous dit qu'il faut intégrer sur toute la surface du VER. Et donc, on a maillé le trou, entre guillemets, avec des caractéristiques mécaniques qui seront quasiment nulles, mais c'est obligé. Pour cette méthode de réduction de modèle, c'est obligé. Nous, on espère à un moment que les deux vont se rencontrer et qu'on va arriver à mixer réduction de modèle. Alors peut-être aussi avec les apports de l'IA, on sait très bien qu'aujourd'hui, avec des modèles de l'échelle, on va dire, mésoscopique, on peut produire une quantité astronomique de données, et pourquoi pas finalement intégrer un super élément qui lui, pour le coup, il va répondre parce qu'on va l'alimenter avec du deep learning sur ces données-là, et puis on va construire quelque chose de spécifique qui sera en lien avec le comportement de ces fixations. Et ce ne sera peut-être pas un élément de code, ce sera peut-être autre chose. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir est-ce qu'on ne mettrait pas plus de liberté comme un élément solide. Ok, c'est un cube, mais bon, à la rigueur. Mais le problème 3 tonnes, il est fondamental. Il y a des travaux, si ça vous intéresse, je vous montrerai. Là, ça devient, c'est décuplé, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai aussi beaucoup aimé votre exposé. Alors, j'avais une question sur l'intercomparaison que vous avez pu faire avec les méthodes ALE, SPH. Est-ce que les sollicitations qui sont produites sur l'avion sont du même ordre? Comment sont faites? C'est une très bonne question et très sincèrement, c'est pour ça qu'on fait la coopération avec eux. C'est parce que, en fait, il se trouve que dans plein de cas différents, où on avait, on va dire, plutôt des cas d'impact guidé, qui sont des, on va dire, c'est une vue de l'esprit d'un amérissage, on va dire, c'est vraiment les premiers instants de l'impact, on avait vraiment des résultats qui étaient très très comparables. Là ici, ce qui se produit entre les deux n'est pas du tout comparable. Et les niveaux d'accélération sont vraiment beaucoup plus importants quand on utilise du SPH par rapport à la technique eulérienne. Et en fait, ça se comprend dans la mesure où en fait, on est obligé pour l'instant
de faire en fait un faux impact, puisque en fait on a une épaisseur de contact qui va filtrer un petit peu le niveau d'accélération que va subir en fait la structure. Donc c'est pareil, on travaille aussi sur ces problèmes-là, on essaye de passer sur des formulations plus avancées pour gérer l'interaction entre le fluide et la structure, pour ne plus avoir ce filtre entre guillemets qui vient de l'épaisseur de contact. Mais là effectivement, il y a des différences. Alors nous on sait qu'on doit sans doute surestimer ce qu'on appelle la succion. C'est un effet mécanique qui se produit à l'arrière de l'appareil et qui a tendance à relever le nez de l'appareil. C'est quelque chose qu'on observe sur le Falcon, c'est quelque chose qu'on a observé aussi sur d'autres expériences faites par la NACA dans les années 40. Et le SPH, lui, par contre, il a du mal vraiment à modéliser ce genre de choses. Donc il y a un moment, les deux vont se rencontrer. Nous, on a la chance d'avoir des modèles fluides qui sont, je pense, un peu plus sophistiqués que ce qu'on peut faire dans le SPH. Et puis, le SPH a ses avantages, la méthode qu'on essaye de mettre en place a ses avantages, mais les deux ont leur inconvénient. Il n'y a pas de méthode idéale encore. Chers représentants de l'ONERA, chers collègues de l'ONERA, chers collègues, d'abord je vous remercie d'être ici en ce jour et puis également je suis très très honoré de ce prix et la reconnaissance qui m'est faite. Donc merci à tous et à celles et ceux qui ont contribué à ça. L'exposé que je vous propose aujourd'hui porte sur les intégrateurs géométriques hétérogènes asynchrones pour la dynamique non linéaire des structures. Derrière ce titre un peu long et un peu sophistiqué, en fait, on va retrouver des liens importants avec les exposés précédents. Donc tout cela fait sens et je vais m'appuyer également sur ce qui a été évoqué ce matin. J'entends les mots sur lesquels je vais insister dans la première partie de mon exposé sont les intégrateurs géométriques dédiés à la variable temps. Et on va voir en quoi, quel sens je donne au mot géométrique. Historiquement, les intégrateurs géométriques en fait, s'appuient sur le fait que la plupart des méthodes numériques traditionnelles ne prennent pas en compte la structure sous-jacente des systèmes physiques. J'entends par là la nature cachée des équations aux dérivées partielles. Pour être plus précis, le champ de l'intégration géométrique numérique concerne les méthodes qui respectent la physique fondamentale d'un problème en préservant les propriétés géométriques de ces EDP. La problématique, c'est la suivante. Donc, si je reviens à un exemple très simple, par exemple, ici, vous le voyez sur un pendule pesant, donc qui est un problème conservatif de dynamique non linéaire, et vous avez une représentation en bas du champ de phase, de l'espace des phases, excusez-moi, donc vous avez la position versus la vitesse ou la quantité de mouvement, et vous voyez la nature conservative de cette physique en fonction des conditions initiales. Et vous avez à gauche et au milieu deux intégrateurs classiques, Euler avant et Euler arrière, qui représentent ici un modèle discret de ce cas très simple non linéaire. Et vous avez à droite ici un intégrateur qui a la propriété d'être symplectique. Donc j'entends par symplectique un exemple de structure cachée au sein des équations aux dérivées partielles qu'on va essayer de respecter au sens discret. Donc c'est ce côté géométrique que je voudrais évoquer. Ce sont des invariants au sens du théorème de Noether. Ce sont des structures qu'on appelle donc structures symplectiques. On parlera aussi en physique dissipative de structures de Dirac qui sont extrêmement à la mode depuis une dizaine d'années. Je voudrais évoquer le fait de remplacer finalement une méthode numérique comme une technique de résolution approchée d'une trajectoire par finalement la construction d'une méthode numérique qui va nous générer un problème discret qu'on veut lui résoudre exactement. Donc je voudrais évoquer aujourd'hui un changement de paradigme sur la façon de résoudre des équations aux dérivées partielles sur des problèmes de dynamique non linéaire. Et je m'appuierai ensuite sur ces idées pour aller vers la co-simulation et les techniques de couplage de schémas, donc hétérogènes, avec éventuellement différentes échelles de temps, comme ça a été évoqué ce matin, donc par le côté asynchrone de ces couplages. Donc les méthodes numériques basées sur des principes variationnels discrets seront en fait à la base de ces idées. Elles peuvent présenter une stabilité numérique très supérieure aux capacités de préservation de ces structures sous-jacentes que je viens d'évoquer.
ça permet en fait de repenser les méthodes numériques sous le fait que, à travers le fait que ces méthodes approchées, de résolution approchée, ne consistent plus à traiter le problème discret comme un système dynamique qui se rapproche de la trajectoire. Ce qu'on veut, c'est décrire exactement le flux discret des équations non linéaires. Donc si je reviens à ce petit schéma, je trouve qu'il illustre bien le propos, eh bien, je ne veux pas capturer les trajectoires à convergence lorsque le pas de temps tend vers 0, je veux respecter le flux des équations différentielles, même pour un pas de temps de taille finie. Et ça, c'est très important. Donc en fait, on a effectivement un flux discret, ce n'est pas forcément la bonne trajectoire, elle peut être décalée, mais je respecte le flux du modèle discret. Alors, les domaines d'application, c'est une problématique qui est très ancienne. Lagrange, Euler, d'Alembert avaient déjà, et en particulier Lagrange, avait remarqué la signature symplectique des équations de Euler-Lagrange à partir d'un formalisme variationnel, notamment le lagrangien, et puis l'hamiltonien. Vous connaissez tous ces formalismes abstraits, mais je voudrais rebondir sur ces formalismes pour construire des méthodes numériques innovants. Et on verra quels sont les avantages associés à ces nouveaux formalismes. Les domaines d'application sont très nombreux, historiquement viennent de la mécanique céleste et l'astronomie dynamique. Plus récemment, l'élastodynamique, la dynamique multicorps. On peut noter aussi une grande culture de ces techniques en mécanique des fluides et des contributions majeures en contrôle optimal, mais également plus récemment pour les systèmes complexes multiphysiques et ouverts, notamment la TPI, thermodynamique des processus irréversibles. J'évoquerai ici les nouveaux intégrateurs temporels variationnels, les hamiltoniens à port et également les intégrateurs temporels qui sont basés sur les structures de Dirac. J'entends par là l'extension de ces intégrateurs non plus à la physique conservative comme les structures symplectiques, mais la physique dissipative. Toute la problématique qu'on a en mécanique du solide, c'est la physique dissipative hors équilibre, la prise en compte de variables internes, de lois de comportement non linéaires, toute la problématique donc des irréversibilités et puis en particulier des lois à seuil. Comment préserver les structures sous-jacentes de ce type de physique? C'est de la physique des champs. Et donc ici, une vision essentielle, c'est d'aborder le problème à la fois en espace et en temps. Si je reprends les formalismes classiques, par exemple ici le principe de Hamilton, je considère un lagrangien, donc c'est très classique, hein, vous connaissez tout ça, avec un espace de paramètres, et ici qui peuvent être des positions, ici vous avez les dérivés temporels de ces positions. Bien, le principe de moindre action stipule que la variation de cette quantité qu'on appelle une action, on va la rendre stationnaire, et lorsqu'on aura stationariser cette action, eh bien on va retrouver les équations bien connues de Euler-Lagrange qui sont pour un lagrangien donné ni plus ni moins que les lois de Newton, par exemple ici dans le cas de la dynamique moléculaire. Caché derrière, et c'est mon propos aujourd'hui, le théorème de Noether, donc c'est un outil fondamental qui stipule que lorsqu'on a un lagrangien avec un certain nombre de paramètres, eh bien les invariants associés à ces paramètres vont nous générer des équations de conservation. Par exemple, le théorème de la résultante, c'est l'invariance par translation spatiale du lagrangien, le moment, l'invariance par rotation, et la conservation de l'énergie, l'invariance par translation temporelle du temps. L'invariant qui est associé à une indépendance de la translation du temps. C'est la conservation de l'énergie pour un système conservatif. Ça, c'est essentiel. Ça veut dire qu'il n'y a ni plus ni moins d'équations de conservation. Le théorème de Noether nous donne toutes les équations de conservation d'un lagrangien donné. Et ça, c'est un résultat remarquable qui est à la base de la physique moderne au début du XXe siècle. Une forme symplectique n'est ni plus ni moins que la signature lorsqu'on fait une transformée de Legendre partielle sur l'énergie cinétique pour remplacer une équation hyperbolique, donc du second ordre en temps, en deux équations différentielles du premier ordre. Où on voit ici, j'ai fait juste un petit changement de variable, où V c'est U point. Donc on peut utiliser l'outil transformé de Legendre pour obtenir le passage d'une EDP du second ordre à deux EDP du premier ordre, et grâce à ce formalisme, on voit apparaître naturellement sur le vecteur d'état, quantité de mouvement, déplacement, mais dérivée en temps, et bien cette forme antisymétrique qu'on appelle une forme symplectique. Et la question ici, le cheminement que je vous propose de suivre, c'est est-ce qu'on peut imposer cette signature au système discret ?
Si on impose cette signature au système discret, on permet de garantir au système discret de vérifier les équations du théorème de Noether, c'est-à-dire résultante, moment, etc. Donc si je reviens au pendule pesant, une des difficultés des schémas traditionnels de Newmark, etc., et tous les schémas disponibles en mécanique non linéaire des structures, eh bien, est-ce qu'ils vérifient le théorème du moment ? Eh bien, si je prends la famille des schémas de Newmark, avec deux paramètres bêta et gamma qui ont été présentés ce matin, il n'y en a qu'un seul qui est symplectique. Voilà. Donc, typiquement, ça restreint les limites des schémas qui sont pertinents. Le but, c'est d'avoir un bon outil de discrétisation en temps pour avoir la bonne physique sur des temps longs et vérifier à minima les équations de conservation, mais au sens discret. Et c'est ce nouveau paradigme aujourd'hui qui change la façon de résoudre les problèmes de dynamique temporelle. Ici, je ne reviendrai pas sur la littérature, et vous voyez qu'il y a des travaux extrêmement récents encore aujourd'hui sur ces problématiques, notamment pour la dynamique non régulière et, in fine, aller vers la dynamique des phénomènes irréversibles. Un des fondateurs, je dirais, qui est à mi-chemin entre la mécanique théorique et les mathématiques théoriques, c'est notamment Marsden, qui a des contributions majeures dans l'idée de ces techniques de respecter au sens discret des invariants cachés de la nature des EDP qu'on cherche à résoudre. Par exemple, classiquement, lorsque je veux développer un schéma numérique, eh bien, je vais m'intéresser à la A-stabilité, la matrice d'amplification, le rayon spectral, etc., l'erreur en phase, l'erreur en amplitude et un certain nombre de concepts classiques. Mais aujourd'hui, je vous propose de rajouter ça dans le cahier des charges. Est-ce que ma méthode numérique est symplectique ? Et donc, par exemple, sur la matrice d'amplification, cela se traduit simplement par A transposé JA égale J, où J est la matrice antisymétrique de tout à l'heure. Donc cette signature est importante aussi pour vérifier eh bien, a posteriori ou a priori, au moment où je construis un schéma, que pour de la physique conservative, eh bien, je respecte ces invariants sous-jacents, mais au sens discret. Donc si je fais ça, eh bien, par exemple, dans la famille des schémas de Newmark, je me rends compte que seule la différence centrée est symplectique. Alors on peut critiquer souvent les codes explicites, mais cependant, la base des codes explicites de dynamique rapide, ce sont d'abord des intégrateurs symplectiques. Donc c'est très important pour la dynamique non linéaire, avec des grands mouvements typiquement de rotation, etc. Eh bien, il n'y a pas mieux qu'un code explicite. Voilà. Alors les codes implicites sont souvent basés sur des schémas type accélération moyenne, HHT, contrôle alpha généralisé pour contrôler la dissipation numérique, hein, etc. Mais ces schémas ne sont pas symplectiques, ou alors ne sont pas forcément en accord avec les structures cachées des équations de la physique qu'on cherche à résoudre. Donc ça, c'est une question qui est difficile dans le cas général. Et donc sur lesquels on travaille beaucoup aujourd'hui pour aller vers la physique dissipative. Donc on remplace la question de l'erreur numérique du problème discret, où on veut à convergence résoudre le problème de référence par je vais construire un problème discret que je veux résoudre exactement. Et ça change la donne en fait. Historiquement, on peut noter quand même des contributions majeures. Un premier intégrateur numérique symplectique disponible dans la littérature pour la physique conservative, c'est De Vogelaar, 1956. On note cette période très fructueuse dans ce domaine, 1959 Newmark, et puis 1962, eh bien, les schémas liés à la dynamique moléculaire, comme les schémas de Verlet. Donc tout ça est finalement assez proche. Une contribution importante de Simo aussi en 1992, le schéma du point milieu, qui est également symplectique. Alors, la nature symplectique, la signature que j'ai évoquée tout à l'heure, garantit les invariants de translation spatiale et de rotation spatiale, donc résultante et moment. Il y a la question fondamentale de l'énergie. Alors, en fait, on vérifie asymptotiquement, avec un comportement asymptotique exponentiel, la convergence de l'énergie, donc c'est très bon, mais ça n'est pas l'énergie exacte discrète. Alors ça, c'est quelque chose qui a été remarqué finalement assez récemment, je vais passer ce slide, j'y reviendrai, par Marsden. Marsden est, alors, excusez-moi, je n'ai pas forcément respecté je l'ai évoqué, pardon. Voilà, c'est ici, voilà, je passais un peu trop vite, mais en fait c'était là. Voilà, Gay et Marsden ont montré, ça c'est une remarque importante dans mon propos, qu'à pas de temps de taille fini et fixé, il n'est pas possible de préserver à la fois la forme symplectique, résultant moment,
et l'énergie au sens discret. Alors c'est une petite remarque qui a l'air un détail, mais en fait c'est quelque chose d'essentiel comme on va le voir par la suite. Alors ce que propose Marsden, c'est de reformuler complètement la façon de construire des intégrateurs temporels, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les intégrateurs géométriques variationnels. Le but, c'est de discrétiser, non pas après avoir stationnarisé le Lagrangien, on va d'abord discrétiser le Lagrangien, et on va stationnariser au sens discret. Donc là, il nous faut des outils mathématiques un peu nouveaux, qui sont la géométrie différentielle discrète. Il faut être capable d'écrire des équations de Lagrange qui résultent d'un processus de stationnarisation discrète. Il faut avoir les transformés de Legendre au sens discret, etc. Ces mathématiques sont aujourd'hui disponibles. Donc, je donne juste un exemple. Vous avez ici un Lagrangien, conservatif, vous reconnaissez l'énergie cinétique, le travail des efforts intérieurs moins le travail des efforts extérieurs, peu importe. Je fais cette discrétisation, vous voyez, très simple, entre T1 et T0. Ça, c'est une approximation au premier ordre de la vitesse. Je stationnarise au sens discret, je ne vous dis pas comment je fais, et j'obtiens une équation de Lagrange discrète, avec des opérateurs différentiels discrets, des 2 et des 1, dont vous avez les expressions ici et ici. Et j'obtiens l'équation de Lagrange discrète ici, mais formalisée de façon explicite, avec des opérateurs traditionnels à partir de ce Lagrangien discret, et ça, je trouve, la différence centrée. Donc, ça n'est pas une révolution en tant que telle, ça n'apporte rien de nouveau, mis à part le fait que je sais que dans ce cas-là, ce schéma est symplectique par nature, par conception. Donc, je peux, et là, ici, il y a énormément de littérature, sur la façon de construire des nouveaux Lagrangiens discrets qui vont générer automatiquement des schémas, des méthodes numériques efficientes qui respectent ces structures cachées de nos EDP. Alors ça, c'est un point nouveau, sachant qu'ici, tout ce qui est présenté, c'est à pas de temps fixé. Donc on voit un très très bon comportement pour des problèmes de grande rotation, etc., avec un comportement énergétique remarquable, pardon pour la qualité de la pixelisation des slides, comparativement à des méthodes classiques, alpha généralisées ou autres, qui ont toujours des phénomènes d'amortissement numérique. Quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en dise sur des temps longs. Et ici, eh bien, on peut se demander si... alors, une remarque importante, c'est de dire, et si mon Lagrangien dépendait également du temps ? Il dépend de Q et du Q point, mais imaginons que mon Lagrangien dépende du temps. Pourquoi je veux explicitement faire apparaître ce temps ? C'est pour écrire au sens discret l'invariance par translation temporelle, parce qu'on a évoqué une petite difficulté sur la conservation de l'énergie. Et si j'arrive à faire ça au sens discret, je vais obtenir de façon automatique l'équation de conservation de l'énergie discrète de mon schéma. Alors, on le fait d'abord d'un point de vue continu, c'est très ancien, c'est un résultat qui a plus de 150 ans. Là, c'est ce qu'on appelle la variation par rapport au paramètre Q. On appellera ça la variation verticale, c'est l'équation de Lagrange. Et si je fais la variation temporelle, c'est une variation horizontale, eh bien, j'obtiens ni plus ni moins que la conservation de l'énergie. C'est le théorème de Noether. Mais ces deux équations sont liées, donc jusqu'à présent on se disait ça ne sert à rien, puisque ça, je peux redémontrer le théorème de l'énergie cinétique à partir de la loi de Newton, ce n'est pas un problème. Donc d'un point de vue continu, ça n'a aucun intérêt. Mais maintenant, faisons-le au sens discret. Et j'obtiens ici l'équation de l'aire Lagrange discrète. Et là, j'obtiens l'équation de conservation de l'énergie au sens discret. Mais je n'ai pas présupposé de maillage en temps uniforme. Le pas de temps est quelconque, a priori. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que cette équation discrète de la conservation de l'énergie, je ne peux pas la retrouver à partir de l'équation discrète de l'aire Lagrange. Ces deux équations sont découplées. Donc, à quoi sert la première ? À calculer le paramètre Q à l'instant n plus 1, ce qu'on fait tous. La position à l'instant n plus 1. À quoi sert la deuxième ? À la valeur du temps. L'instant Tn plus 1 devient une inconnue du problème. Donc, quand je présuppose un maillage en temps uniforme, je ne peux pas conserver l'énergie au sens discret. Si j'accepte que le pas de temps est résolu par cette équation, j'ai un maillage en temps non uniforme et je conserve exactement la structure symplectique et l'énergie. Alors ça a été relevé il n'y a pas très longtemps. Et ça résout le paradoxe de Gay et Marsden. Donc c'était pour vous montrer, à travers un exemple, j'espère le plus simple possible, l'intérêt du calcul variationnel discret. On est incapable de trouver ce résultat avec les approches classiques de développement en série, à l'ordre 1 ou l'ordre 2. Ici, il faut maîtriser le calcul variationnel discret pour se rendre compte de ces genres de phénomènes. Alors ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que les maillages en temps uniforme, eh bien, on ne pourra pas conserver l'énergie tant qu'on ne mettra pas le temps comme un paramètre.
comme une inconnue du problème. Des exemples plus sur la théorie des champs, maintenant je vais aller assez vite. Je prends un Lagrangien qui dépend du temps, de l'espace, du déplacement, la dérivée temporelle du déplacement, la dérivée spatiale du déplacement. Donc vous voyez ici apparaître la vitesse, ou aussi le gradient symétrique, donc ce serait la notion de déformation. Les variations verticales, c'est par rapport au paramètre phi, j'obtiens les équations de Lagrange de la mécanique des milieux continus, par exemple l'élasticité en dynamique, l'élastodynamique. Les variations horizontales, cette fois-ci il y en a deux, il y a le temps et l'espace. La variation temporelle, classiquement, là, c'est la conservation de l'énergie en théorie du champ. Alors, on parle dans ce cas-là non plus de forme symplectique, mais de forme multisymplectique. Petite remarque intéressante, que se passe-t-il lorsque je regarde l'invariance par l'espace de ce Lagrangien? Eh bien, je retrouve de façon naturelle, ce qu'on connaît bien en mécanique de la rupture, les forces configurationnelles, l'intégrale J. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait de façon systématique je retrouve toutes les équations de conservation qu'on trouve dans la littérature, notamment depuis les années 70 en mécanique de la rupture. Tout cela est aujourd'hui bien établi, mais si je pense cela au sens discret, eh bien ça va me donner la position à l'instant n+1, ça va me donner le temps à l'instant n+1, mais que va me donner au sens discret la force configurationnelle? Je vous laisse peut-être deviner, on va réfléchir à ça. Au sens discret. Voilà, la question qui se pose à partir de là, c'est extension à la physique dissipative non régulière, la théorie des percussions, donc les problèmes d'impact, de crash, la présence de variables internes, de lois à seuil. Donc il y a aussi des formalismes pour aller vers réécrire sous forme variationnelle la physique dissipative en fait. C'est un vieux problème. Et donc ici, une des réponses aujourd'hui, modernes, guidées par les mathématiciens, ce sont les structures de Dirac. Je vais focaliser sur les lois en présence de multiplicateurs de Lagrange, de Lagrangiens en présence de multiplicateurs de Lagrange. Pourquoi? Parce que c'est très utile pour la dynamique non régulière, pour des conditions de type KKT, Karish-Kuhn-Tucker, pour décrire les phénomènes non réguliers, ou alors pour coller des sous-domaines avec plusieurs schémas et plusieurs pas de temps. Les schémas hétérogènes asynchrones. Donc une des clés, c'est de repenser tout ce formalisme en présence de multiplicateurs de Lagrange. Euler-Lagrange en présence de multiplicateurs, c'est classique. On peut faire du Lagrangien discret. On peut utiliser le formalisme de Marsden. Et même en présence de multiplicateurs de Lagrange, ou multiplicateurs de Lagrange généralisés, eh bien, dans le cas de lois type contact, etc., unilatéral ou frottement, eh bien, avoir des méthodes discrètes qui sont de nature symplectique. C'est quand même important et qui conservent l'énergie. Il y a encore des publications sur cet aspect-là aujourd'hui. Des schémas qui conservent l'énergie, qui sont symplectiques en dynamique non régulière. Donc voilà une méthode pour y arriver. Alors une remarque ici importante aussi, je cite Moreau, parce que les conditions de Karish-Kuhn-Tucker qu'on connaît bien en statique, le gap, la force et le produit des deux égale 0, hein, c'est classique, eh bien Moreau a proposé dans les années fin 60, un résultat remarquable qui est un peu oublié, que j'appelle le lemme de viabilité de Moreau. Il réécrit cela dans le cadre de la dynamique. Et donc ici, évidemment, on sait tous, la force en dynamique, pour les problèmes d'impact, ça n'a aucun sens. Au moment où deux corps entrent en contact, eh bien, on a ce qu'on appelle un impact, et là, la force est infinie. Donc les conditions de Karish-Kuhn-Tucker n'ont pas de sens en dynamique. Ce qu'avait compris Moreau, et il a réécrit ces conditions sous cette forme-là, où on voit apparaître non plus la force et le déplacement, c'est un peu plus sophistiqué, mais on voit la vitesse et l'impulsion. Et elle, l'impulsion est à valeur finie. Est-ce qu'on peut construire un Lagrangien avec les idées de Jean-Jacques Moreau, qui est ensuite une structure discrète, qui vérifie donc ce dont on a évoqué, symplecticité, conservation d'énergie. Je passe sur la définition d'un problème de contact en dynamique, mais je m'accroche au lemme de Moreau et je propose l'action suivante, qui dépend du déplacement, de la vitesse, transformer de Legendre partiel sur la vitesse pour avoir les deux équations du premier ordre, le multiplicateur de Lagrange généralisé parce que le Karish-Kuhn-Tucker a la Moreau, et j'introduis le temps comme un paramètre, pour le temps d'impact, pour avoir l'équation de conservation de l'énergie au moment de l'impact. Si je fais ça, je retrouve les équations de la théorie des percussions. Et je retrouve en fait, sous forme différentielle, les équations de Jean-Jacques Moreau. Simplement, j'ai juste réécrit les idées de Jean-Jacques Moreau sous forme d'une action. Vous retrouvez le multiplicateur qui est en dehors de l'intégrale temporelle, associé au gap. Et lambda est homogène à une impulsion, c'est évident. Je discrétise à la Marsden et je trouve un schéma. Je ne rentre pas dans les détails. Et ce schéma, qui ressemble à la différence centrée, mais avec le lemme de Moreau discret,
a des propriétés remarquables. On a pu comparer aux méthodes de Jean-Jacques Moreau, qui étaient implicites à l'époque, dont par exemple le bouncing ball, avec un coefficient d'amortissement, la balle qui rebondit et qui s'arrête. Donc la balle s'arrête en temps fini, mais il y a une infinité d'impacts. Donc ce phénomène de Zénon est difficile à capturer avec les schémas qui cherchent à décrire l'instant d'impact. En fait, ça n'a pas de sens, il y a une infinité d'impacts. Donc il faut oublier cette idée. Et bien là, on retrouve des convergences avec ces nouveaux schémas qui sont symplectiques et qui conservent l'énergie, qui sont un peu meilleurs que les schémas proposés par Moreau, mais lui, ce n'était pas son job d'aller chercher le meilleur schéma possible. C'est la convergence au sens de Hausdorff. La seule convergence qui compte, c'est espace-temps. Donc ça, c'est intéressant aussi. Je voudrais terminer, j'étais un petit peu long sur cette introduction, par l'application de ces techniques, ce nouveau point de vue sur la façon de construire des schémas temporels, mais dans le but de construire des schémas hétérogènes asynchrones pour la dynamique non linéaire. Les applications, elles ont déjà été évoquées ce matin, donc je serai très bref. C'est les problèmes d'impact, de tremblement de terre, de crash. On a un gros avantage en mécanique des solides par rapport à la mécanique des fluides, c'est que très souvent les non-linéarités, comme on l'a vu ce matin, sont très localisées. Et ça, c'est quand même, ça laisse entrevoir des méthodes spécifiques où on veut mettre l'effort de calcul là où on a des effets hautement non linéaires, et pas tout le temps. Et globalement, lorsque c'est plutôt linéaire et basse fréquence, eh bien on va chercher plutôt à avoir des méthodes dédiées à ces phénomènes linéaires basse fréquence et localisées non linéaires haute fréquence. Je passe sur les applications que vous interprétez immédiatement. Le but principal, c'est l'efficacité. Ici, aller au-delà des limites actuelles des schémas d'intégrateurs temporels, explicites ou implicites, où on a un seul pas de temps pour tous les éléments finis, ce qui est une aberration. Puisque tous les éléments finis d'un problème non linéaire de structure ne fonctionnent pas à la même fréquence. La physique sous-jacente n'est pas la même. Un exemple, collaboration avec l'ONERA 2014, ça a été évoqué ce matin par Johan, impact basse énergie sur des panneaux composites. Voilà des résultats d'essai. On voit des fissures vues de dessus, donc qui sont des fissures entre les layers, entre les couches, avec un modèle d'endommagement anisotrope à effet retard, qui est un excellent modèle là-dessus. Je ne rentre pas dans les détails, qui traite automatiquement du fait de la vitesse limite de l'endommagement, la dépendance au maillage qu'évoquait Johan ce matin. Il y a une longueur interne, mais un temps interne aussi, donc une vitesse limite. Et donc ça permet de décrire ces phénomènes avec une grande précision, localement. C'est le modèle de l'ONERA. Eh bien ici, je reprends la vidéo que tu as montrée. Donc autour, vous avez un schéma implicite linéaire, ici basse fréquence, avec un pas de temps de l'ordre de la milliseconde, mais dans la zone d'intérêt, on fait l'effort. Un schéma symplectique, typiquement la différence centrée ici, avec le modèle non linéaire d'endommagement anisotrope de l'ONERA, pour décrire à la bonne échelle, la microseconde, ici, ce qui se passe. Avec un rapport de pas de temps de 1000 entre les deux discrétisations temporelles dans les deux zones d'intérêt. Donc, et des schémas différents, dédiés à la physique que je veux décrire. Donc c'est ça, hétérogène, asynchrone, mais je veux faire ça dans le cadre d'un formalisme hamiltonien discret. Pourquoi ? Parce que la difficulté, eh bien, est-ce que je vais... Ici, j'ai deux échelles différentes sur l'interface. Est-ce que je vais conserver l'énergie à l'interface ? Est-ce que je vais vérifier la résultante et le moment au sens discret ? Donc le bon cadre, c'est le formalisme variationnel discret que je vous ai présenté tout à l'heure, et on peut le faire dans ce cas-là. Donc je ne reviens pas sur la physique de cet exemple qui a déjà été présenté ce matin. On voit que localement, le but, ce n'est pas d'avoir les bonnes fissures, mais c'est aussi les bonnes fissures au cours du temps. On gagne en temps de calcul. C'est-à-dire que ça, c'est avec des rapports d'échelle de 10, de 100, de 1000 sur les pas de temps. Par rapport à un calcul explicite ici, donc c'est des résultats de Teddy Chantray, donc dans le cadre de sa thèse, où on va dépasser, on va améliorer les performances d'un code explicite. Parce que ça ne sert à rien d'aller mettre un pas de temps fin loin de la zone d'intérêt. C'est une question qui n'est pas nouvelle. Ça fait 40 ans en mécanique non linéaire des structures qu'on essaye de faire ça. Ce qu'on appelle de la co-simulation, du couplage de schémas explicites, implicites, avec des pas de temps différents. Les travaux précurseurs de Ted Belichko ici doivent être rappelés. Il a travaillé presque 30 ans sur ce sujet. Donc c'est une question délicate, énormément de littérature, mais un peu spécialisée. Ce qui manquait peut-être à l'époque, c'est deux ingrédients. D'abord la géométrie différentielle discrète, et d'autre part le fait qu'à l'époque on pensait forcément du raccord entre sous-domaines avec du primal, c'est-à-dire les déplacements.
au sens élément fini. Et en fait, malheureusement, on peut montrer aujourd'hui que ça n'est pas viable. C'est-à-dire qu'on trouve des contre-exemples. Donc la seule continuité qui émerge de ce formalisme de géométrie différentielle discrète, c'est non pas un collage en déplacement, mais un collage en vitesse, avec un formalisme dual, donc des multiplicateurs de Lagrange, qui permettent d'assurer le collage ici entre les deux parties, et ceci en vitesse. Donc on peut faire émerger cette structure naturellement à partir de l'action que j'ai présentée tout à l'heure, mais avec deux morceaux, avec leur propre échelle de temps et leur propre intégrateur temporel. Donc si on fait ça, bon là ça devient très technique, mais là je passerai vite. On peut avoir chaque partie, chaque sous-domaine avec sa propre discrétisation temporelle dans un cadre un peu unifié ici, pour regrouper tous les schémas disponibles de la littérature, les G-alpha, etc., HHT, Newmark. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais la question porte sur le collage, ici en temps, de T0 à Tm, qui est l'échelle de temps macro, le macro-temps. Comment je fais pour raccorder deux sous-domaines dont l'un a une échelle de temps très fine? Eh bien, on répond à cette question au sens discret par la suite, toujours avec ce formalisme global en espace et en temps. Et donc, on va focaliser les efforts sur ce terme-là. Et ce qu'on veut, eh bien, c'est conserver l'énergie au sens discret en présence de multiplicateurs de Lagrange et d'un raccord en vitesse. Alors, on s'aperçoit que deux méthodes émergent. Pardon d'être vite sur les aspects mathématiques ici, mais le résultat intéressant, c'est ça. Soit j'obtiens un raccord sur l'échelle macro-temps, ici avec des incréments de vitesse, soit j'obtiens un raccord sur l'échelle micro-temps avec des raccords sur des quantités d'incréments de vitesse. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs collages possibles. Il y a des différences entre ces méthodes suivant le contenu fréquentiel qu'on veut voir transmettre ou pas dans les interfaces. Donc ici, il peut y avoir des choix à faire sur la façon dont on veut coupler les sous-domaines, soit sur l'échelle macro-temps ou micro-temps. Il y a aussi des complexités algorithmiques derrière différentes qui sont générées. Dans les simulations qui ont été montrées tout à l'heure et ce matin, c'était des collages micro-temps. Ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on va focaliser sur la quantité d'intérêt qu'est l'énergie, la première remarque. La deuxième remarque, c'est que quels sont les schémas qu'on va vouloir coupler à gauche et à droite? En général, le cas le plus favorable, c'est des schémas implicites pour la physique linéaire basse fréquence et des schémas explicites pour la physique non linéaire haute fréquence. Mais on peut imaginer d'autres combinaisons, explicite, explicite, implicite, implicite. Pourquoi je focalise sur les aspects explicites et implicites par le côté solver qu'il y a derrière lorsqu'on veut faire de la co-simulation? Voilà le genre d'opérateurs sur lesquels on tombe, typiquement pour du macro-temps. Donc il faut arriver à concentrer tout ça sur les multiplicateurs. On peut, aujourd'hui, il y a des tas de techniques de condensation pour espérer limiter le calcul. Le calcul de quoi? Des multiplicateurs de Lagrange. À un moment donné, on va coller les sous-domaines. Il y a toute la problématique du collage, du calcul des quantités duales, que sont les forces, en fait, les multiplicateurs de raccord entre ces sous-domaines. Et donc on arrive à maîtriser cette complexité pour avoir des temps de calcul faibles sur le moment où on va raccorder ces différents sous-domaines pour être efficace. Voilà le problème ici qui pose souvent verrou, donc peut éventuellement paralléliser, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est la question du multiplicateur de Lagrange pour raccorder ces deux échelles de temps différentes. Historiquement, la question qui était posée il y a une vingtaine d'années au CEA, c'était ça. C'est-à-dire, on rejoint la discussion que j'ai beaucoup aimée sur les problématiques des amérissages des avions. C'est très similaire ici sur les problèmes de séisme sur les centrales nucléaires, où vous avez l'impact de l'avion ici qui dure de mémoire 20 centièmes de seconde, si c'est un avion, ou si c'est autre chose, donc sur l'enceinte du réacteur, donc du confinement ici, qui fait, je crois, 1,50 m d'épais en béton armé. Donc ici, vous avez des phénomènes d'endommagement hautement localisés. Ici, on capture ce qui se passe avec des patentes de l'ordre 10-6, 10-7 secondes. Et puis, au bout d'une seconde, tout est terminé depuis très 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 longtemps. Mais par contre, la question, c'est l'ébranlement. 15 à 20 secondes après, vous avez des ondes qui passent par le sol, etc. Et le réacteur, quid du réacteur? Vous avez un phénomène de résonance 10 à 15 secondes après l'impact qui est critique pour les éléments de sûreté, donc l'application nucléaire. C'est un modèle évidemment très très simplifié, c'est caricatural. Mais on veut une réponse sur des temps longs, suite à un phénomène hautement non linéaire sur des temps courts et localisés en espace. Donc un exemple ici, là vous avez 9 sous-domaines, 9 schémas différents, 9 échelles de temps différentes. On coupe tout ça en morceaux, on essaye de voir si ça marche.
Et voilà le bilan énergétique. Donc le bilan global énergétique, ça c'est le juge de paix sur les performances de ces méthodes pour vérifier au sens discret qu'on conserve l'énergie. Les applications sont très nombreuses, les perspectives nombreuses autour de la co-simulation, beaucoup d'applications. Je vais revenir sur le FSI qui a été évoqué ce matin. Finalement, on peut voir ces méthodes comme des approches monolithiques et non pas partitionnées comme il y a plusieurs écoles sur le collage en FSI. C'est vraiment penser en monolithique. Le but, c'est globalement, je veux assurer la stabilité du système complet, fluide et solide, et garantir à l'interface l'énergie, donc des quantités fondamentales, et ensuite, je découple. C'est-à-dire que je pense monolithique, mais à la fin, in fine, j'ai bien un logiciel fluide, j'ai bien un logiciel solide, et au milieu, j'ai un coupleur. Ce n'est qu'une conséquence, mais au départ, on pense monolithique, c'est important. Partitionner, c'est je colle a posteriori, j'ai deux logiciels, je veux les raccorder. Mais il y a toute la question de la stabilité globale et de la conservation de l'énergie. Pour conclure cet exposé, j'ai été un petit peu long peut-être, vous avez ici en bas à droite un autre exemple récent de ces techniques de co-simulation dans la thèse de Fatima Fekak avec Michael Brun, un partenariat avec le CETIM, le CEA, l'IRSN et puis aussi en fait c'est la problématique des séismes sur les ponts roulants nucléaires. Donc c'est critique, typiquement suite à Fukushima, comme vous le savez tous. Et donc ces techniques ici ont montré des résultats intéressants. Vous avez par exemple ici de rails, vous avez le pont roulant avec le chariot. En bleu, vous avez un schéma explicite. Et vous noterez les zones explicites aussi au niveau des zones de contact, pour modéliser les décollements, les rebonds. Et puis en rouge, un schéma implicite. Donc les zones, quand je dis un sous-domaine explicite, un sous-domaine implicite, le sous-domaine explicite n'est pas forcément connexe. Il n'est pas forcément d'un seul tenant. Et ça, c'est intéressant pour ces... Donc là, il y a juste deux logiciels. Ici, typiquement, c'était Europlexus et c'était Castem. Mais on a couplé pas mal de logiciels. On en a essayé d'autres. Et là, vous avez en fait une vidéo du modèle numérique co-simulé, mais à l'échelle macro-temps. On peut regarder ce qui se passe localement pour bien décrire les décollements, etc. Et là, on peut gagner aussi un ordre. En général, ces méthodes permettent de gagner un ordre sur le temps de calcul par rapport à un calcul full explicite. Ce qui est déjà beaucoup, parce que passer de 10 jours à une journée, c'est intéressant pour les ingénieurs. Il y a des perspectives au niveau théorique, je n'ai pas eu le temps de parler des structures du Dirac, ça n'est pas grave. Je voulais juste conclure en disant que ces techniques d'intégration temporelle qui sont relativement innovantes me permettent de sortir du cadre du dogme habituel du mécanicien numéricien qui est précision, robustesse, efficacité. Je rajouterais aujourd'hui frugalité. Le but, c'est de développer des méthodes bien sûr précises, robustes et les plus rapides possibles. Mais la frugalité, c'est important. C'est-à-dire que le calcul que j'effectue, si dans la mesure du possible, peut minimiser l'énergie nécessaire pour faire le calcul, eh bien ça m'intéresse. Donc ça peut être discriminant entre les méthodes. Je vous remercie pour votre attention. J'ai une question sur le coût de ces schémas géométriques par rapport à des schémas classiques du Mars ou HHT. On voit apparaître dans les équations qu'il y a des systèmes matriciels qui font intervenir les déplacements mais aussi les vitesses. Est-ce que ça augmente la taille des systèmes? Même si tu travailles en monolithique, tu reviens après du couplage de code. Est-ce que si on oublie la précision qu'on estime qu'un schéma classique a une précision suffisante, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher une fois que c'est implémenté dans l'école, ces nouveaux intégrateurs? La réponse, moi je répondrais non, assez facilement. Ça reste des schémas à 2 pas ou des schémas à 1 pas, c'est très conventionnel. Pardon, oui, je reformule la question, j'ai oublié. Donc la question c'est est-ce que le coût numérique des intégrateurs géométriques est plus élevé que les intégrateurs traditionnels? Je pense que non, parce qu'on peut garder l'esprit d'un schéma à 1 pas ou à 2 pas. Donc même l'initialisation au début ne pose pas de difficulté. On peut rendre symplectique un schéma qui ne l'est pas. Par exemple, on peut rendre symplectique l'accélération moyenne. On peut rendre symplectique tous les schémas de Runge-Kutta qui ne sont pas symplectiques. Donc il y a aussi des techniques pour corriger les méthodes qu'on connaît habituellement pour les rendre symplectiques. Aujourd'hui, c'est disponible dans la littérature. Et ça ne change pas le coût numérique de ces méthodes-là, de ces nouvelles méthodes. Simplement,
garantit au sens discret les invariants de nos EDP. Et je crois que c'est essentiel en fait pour la dynamique non linéaire. Et alors, peut-être une question un peu bête. Il y a un truc que je n'ai pas compris là, entre le fait que maintenant le pattern discret, on n'a pas du tout un pattern uniforme, et le fait que quand on se pose la question du rapport en temps, il faut voir que c'est n'était que par sous-domaines globaux avec des méthodes très différentes. Si on n'a qu'un seul domaine, finalement, on peut quand même voir la solution à un temps donné. Alors, c'est une excellente question. Simplement, effectivement, le paradoxe de Gay et Marsden que j'ai évoqué, c'était pour montrer effectivement le changement de paradigme que nous donnent les principes variationnels discrets. Mais je ne l'ai pas utilisé ici. Les schémas sont symplectiques à gauche et à droite, mais ils ne conservent pas exactement l'énergie comme évoqué dans le paradoxe de Gay et Marsden. Donc, c'est des maillages en temps qui restent encore uniformes. Mais cependant, on a une convergence exponentielle sur l'énergie, donc ça reste quand même très très bon. Les schémas symplectiques sont excellents en énergie. Mais c'est évidemment des travaux futurs qui pourraient être envisagés.